bonsoir à tous. Deuxième édition de Le Grand Soir cette semaine. Nous sommes le 7 juillet 2026. Cela fait exactement un mois jour pour jour que le président de la République Paul Biya a quitté le Cameroun pour un court séjour privé en Europe. 30 jours déjà. Un retour officiel n'est toujours pas annoncé. Entre-temps, au Cameroun, les bruits de bottes ne manquent pas au sein des partis politiques. L'odeur de souffle pratiquement tous les jours. On est relativement au bord de l'implosion dans les différents partis politiques, notamment ceux de l'opposition, même si dans le RDPC également, il y a des querelles qui sont enregistrées tous les jours. Qu'est-ce qui peut créer ce climat toujours proche de l'implosion au sein des partis politiques? On vous propose ce soir l'autopsie justement de ces menaces de division permanente au sein des partis politiques avec nos invités qui se recrutent dans le monde de la politique. Ils sont des analystes sociopolitiques, ils sont des universitaires et chercheurs pour aider à comprendre pourquoi ça chauffe toujours dans les partis politiques. Le divorce, ce n'est jamais loin. Il est généralement acté dans le cadre de la vie de ces partis politiques. On apprend d'ailleurs qu'au MRC, les plaintes sont en train d'être déposées devant les tribunaux contre Maurice Kamto par les militants du MRC qui disent qu'il n'est pas le président légitime ou légal du MRC. C'est également des épisodes à suivre de ce côté. Comme tous les soirs, il y aura en kiosque avec Romaric Noifeu qui depuis le matin a parcouru la presse camerounaise. Il va nous proposer quelques titres et nos invités se feront le plaisir de commenter, chacun en fonction de sa lecture, les différentes une qui seront présentées par Romaric. On vous salue, on salue tous les internautes qui sont déjà connectés sur la page Facebook de Info Télévision. Ils sont de plus en plus nombreux sur Info TV Cameroun. Ceux qui nous suivent sur le bouquet CanalSat 508 ou 6, sur Créolink également. Nous sommes sur la bande KU. Ça veut dire que si vous achetez votre décodeur au marché, comme on le dit, qui n'appartient à aucun opérateur, et bien même à travers ce décodeur gratuit, vous aurez les images d'Info TV. Romaric Noifeu, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à l'ensemble de votre panel constitué, vous l'avez dit, c'est la deuxième sortie, parution du Grand Soir. Bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs. On revient tout à l'heure pour la revue de presse. Le temps de saluer Patrick Assiga, analyste socio-politique. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants de ce soir. Merci une fois de plus pour l'amitié que vous faites en m'invitant sur votre somptueux plateau. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique qui nous accompagne bien sûr, et sans oublier naturellement le top management d'Info TV. Le président de la République a pris son repos de quelques jours, séjour privé, baptisé court séjour privé depuis le 7 juin, nous sommes le 7 juillet. Un mois, ça reste un court séjour privé? Comme ont l'habitude de le dire les militants du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président de la République exerce toujours le travail qui est le sien partout où il se trouve. Donc à partir de cet instant, on peut comprendre que court ou long séjour à l'étranger, le Cameroun ne souffre d'aucun problème à l'heure actuelle. À partir de cet instant, on peut dire que le président de la République travaille, quel que soit où il se trouve. Mais lorsqu'on peut rentrer sur... vous savez que ce problème avait déjà fait débat au Cameroun une fois, lorsqu'on parlait de la constitution du Cameroun et sur le nombre de jours à l'étranger du président de la République. Ça reste un problème qui reste posé sur la table et qu'il faut naturellement se demander est-ce que cela peut être considéré comme étant un poste qui commence à être vacant ou alors c'est une continuité du service du président de la République de ce côté. La question reste posée et naturellement quand on va regarder dans le fond, on se rend très bien compte que les constitutionnalistes vont nous dire qu'il y a forcément un vide à ce niveau et qu'il faut éclairer la lanterne à travers les aménagements de ce côté en ce qui concerne la Constitution pour comprendre effectivement ce que c'est qu'un séjour privé à l'étranger pour un chef de l'État. Est-ce qu'il faut constater lorsque ça devient un long séjour pour dire qu'il s'agit de la vacance ou pas? Donc, c'est un problème qui reste posé, mais les Camerounais, quand on sait très bien, restent en attente et aiment voir leur président sur place et se sentir également en sécurité lorsque ce dernier est sur place. Donc, son absence au Cameroun
pose bel et bien problème au niveau de ces populations. Et on peut se dire que oui, il est temps qu'il rentre au Cameroun pour venir résoudre effectivement les problèmes qu'il a eu sur lesquels il s'est penché lorsqu'il a prêté serment dernièrement et où il a fait des promesses aux Camerounais. Donc, il est attendu dans ce sens-là. Alors, pour le RDPC, le président travaille, quel que soit le lieu dans lequel il se trouve. Oui. C'est le ministre Issa Tirouma Bakari qui savait défendre cela. Tout à fait. Il n'est pas là, mais il est là. Il était omniprésent, omnipotent et qu'il n'y avait pas d'absence d'un chef d'État. Mais ça fait quand même 30 jours, parce qu'on a quand même un peu le calendrier en main. Il s'agit du chef de l'État et on n'a pas de nouvelles relativement à son retour de manière officielle. Docteur Timothée Somba, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Sey, bonsoir à mes co-discutants et un coucou particulier aux militants RDPC de Nkoting qui m'ont très chaleureusement accueilli le week-end dernier à l'occasion d'un court séjour privé de ce côté. Votre court séjour privé, c'est quoi? C'est le temps d'un week-end? Le mien était de 48 heures. 48 heures, il est très court là, avec tout ce qu'on a comme bonheur en Nkoting. J'ai découvert que Info TV est très regardé de ce côté-là. Je ne parvenais même pas à me mouvoir aisément dans la ville parce que j'étais reconnu à tous les coins de cette jolie cité. Et c'était un plaisir de savoir que les Camerounais s'intéressent aux débats télévisés instructifs. Parce que les remarques qui me sont parvenues de ces Camerounais-là, c'était que les débats à Info TV sont très instructifs. C'est l'occasion aussi de faire un coucou au top management de cette chaîne qui ne ménage aucun effort pour offrir aux Camerounais un minimum de qualité. D'accord, mais faites-nous profiter également des bonnes choses d'un Nkoting. Je ne sais pas si c'est la section qui vous a invité. Invitez-nous aussi en Nkoting. On vient aussi partager des bons moments là-bas. Alors, en matière de court séjour privé, celui du président Biya a mis 30 jours exactement aujourd'hui. Il reste court, ces jours? Bon, je vais entrer dans ce sujet en précisant que la vacance du point de vue constitutionnel au poste de président de la République est le constat de l'incapacité pour celui qui a bénéficié du suffrage à diriger. À partir de cet instant, les questions de court ou de long séjour ne se posent pas avec acuité du point de vue constitutionnel. Il me souvient que hier encore, le président de la République félicitait le chef d'État des Comores, dont le pays célébrait sa fête nationale le 6 juillet, si je ne me trompe. Ce sont autant d'actes qui démontrent que celui qui exerce le pouvoir n'a pas encore perdu la main. Maintenant, le séjour privé hors du Cameroun a des motivations que je peux qualifier aussi, sans me répéter, de privé. Elles peuvent être d'ordre sanitaire, elles peuvent même être d'ordre stratégique, parce que certains introduits de l'appareil étatique, certaines personnes qui sont au cœur même du système ont souvent fait des confidences selon lesquelles le chef de l'État a accordé plusieurs audiences très stratégiques lorsqu'ils étaient hors du Cameroun à des personnalités qui ne souhaitaient pas arriver au Cameroun avec tambours et trompettes. Oui. Je ne trahirais pas un secret en disant que l'un des chefs de l'État les plus puissants du monde a été reçu il y a quelques années à Genève par le président de la République. Donc, pour moi, la question de court séjour, long séjour privé hors du pays est davantage polémiste. Parce que tant que nous ressentons que le pays est gouverné, tant que nous vivons que celui qui a été élu n'a pas perdu la main sur le dispositif et sur l'appareil gouvernant, il n'est pas très important de se demander combien de temps il mettra là-bas et quand est-ce qu'il va rentrer. Surtout qu'il ne nous a plus habitués au bain de foule, même lorsqu'il est au pays. Nous avons déjà la coutume de le voir le 20 mai, de l'écouter le 31 décembre, le 10 février, et d'attendre les audiences lorsqu'il reçoit des diplomates au palais ou bien des invités spéciaux. Récemment, il a reçu le pape. Nous l'avons vu le 20 mai et les Camerounais qui étaient au palais ont pu le voir. Donc vous avez un président qu'on voit de façon événementielle. S'il n'y a pas ces dates, là, on ne le voit pas. Et ça ne dérange pas.
C'est le qualificatif que vous avez utilisé vous engage. Événementiel. Oui. Moi, mais c'est un événement. Le 10 février, c'est un événement. Le 31 décembre, finalement. Ce qui est plus important, c'est de sentir qu'il tient le gouvernail par ses actes. Lorsqu'on regarde les différents audits qui sont opérés, nous sommes à l'aune de l'audit des allocations familiales. Lorsqu'on regarde les projets qui sont menés sous son impulsion et ses instructions, on peut comprendre que le président agit. Les auditions en cours au TCS démenties par une partie de la population et non démenties par une autre partie de l'opinion ne peuvent se faire que sur accord du chef de l'État. Si on en vient à auditionner des hautes personnalités avec l'accord du chef de l'État, cela subodore de façon inéluctable qu'il continue de tenir le gouvernail et il travaille. D'accord. Hubert Volo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Secrétaire national de la communication des citoyens actifs du Cameroun. Bienvenue. Merci de me renouveler cette invitation. Je fais quand même partie de ceux qui ont toujours été invités dans cette très prestigieuse émission et c'est un honneur pour moi. Vous avez quand même une courte absence ces derniers temps. Bon, oui, courte absence liée à plusieurs choses, à la fois par vous et par mes multiples engagements. Vous savez que enseignant, j'étais engagé dans les examens et puis dans le cadre de mes activités personnelles, j'étais aussi très occupé. Je voudrais aussi, si tu permets, exprimer mes civilités au co-discutant que j'ai l'amitié de retrouver. Également saluer les populations de Lobo qui m'écoutent. Et je voudrais dire, vous, à Jean-Jacques et Info TV, que vous êtes invités à Lobo dimanche dans le cadre du lancement du championnat organisé par la commune et sponsorisé par Tradex. D'accord. On va boucler toutes les modalités. Il y a une grosse communication autour de ce championnat. On va boucler toutes les modalités et j'ai envie de vous dire que parmi les médias sérieux que nous avons sélectionnés, Info TV est dans la shortlist. D'accord, on sera là dimanche pour ce championnat des vacances Tradex qui est organisé par la commune. On salue Monsieur le maire qui est également un brave ami qu'on aime beaucoup là-bas. Alors pour les courts séjours privés du président de la République, nous sommes le 7 juillet, il est parti le 7 juin, ça fait un mois. Ce court séjour est long. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que quand vous le dites que je me rends compte que ça fait un mois. En réalité, c'est peut-être parce que la présence, depuis un certain temps, la présence ou l'absence du président de la République semble être identique, en réalité. Pour ceux qui sont très attentifs, ils se rendront compte que quand il est bien là, on ne le voit pas. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure des sorties événementielles, pour être plus facile dans le français, c'est-à-dire que des sorties pendant les événements, c'est ce que vous vouliez dire, et c'est ce qui est d'ailleurs vrai. Et donc, du coup, quand vous voyez votre chef d'État pendant les événements, à la télé, pour la plupart, avec des commodités protocolaires assez strictes, même les caméramans ne vous le présentent pas de près sur la base d'un certain nombre de raisons, vous verrez qu'en réalité, même quand elle est à l'étranger, ça ne dérange pas trop. Ça ne dérange pas trop parce que nous sommes habitués. Mais ce qui est inquiétant, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'aune d'une fin de règne. Nous sommes en train de vivre des choses qui sont un peu plus compliquées. Nous sommes dans un contexte où, il y a peu, on nous a annoncé qu'un décret avait été signé. Il y a une frange d'experts qui dit que le décret était vrai. Il y a une autre frange qui dit que le décret est faux. Et il y a d'autres qui disent que c'est même un très proche collaborateur qui l'a signé. On ne sait pas de quel côté se trouve la vérité. Et donc, sur la base de ces éléments, l'inquiétude donc peut commencer à s'opposer. Parce que nous sommes conscients de ce qu'un tel comportement au niveau de la tête de l'État peut nous entraîner dans une situation qui va nous impacter, que nous le voulions ou pas. C'est-à-dire que nous qui sommes dans notre jonglage habituel, on sera obligé de ne même plus jongler. Ceux qui aspirent à X et Y choses, le pays peut sombrer dans une léthargie. Et donc c'est à ce niveau-là que nous sommes inquiets. Vivement qu'ils reviennent. Ils reviennent parce que ça va au moins nous rassurer que ce qui se dit également dans certains médias sérieux, qu'on le veuille ou pas, n'est pas vrai. Vous savez ce que ces médias ont dit. Et à côté de ce que ces médias ont dit, il y a autre chose qui pourrait arriver. L'histoire dans d'autres pays
nous lancer. Vous savez qu'Omar Bongo allait en Espagne, il a prolongé son séjour, le temps a passé. Et un matin, il y a eu une information qui a plongé le pays, le Gabon, dans une situation triste. Pour le Cameroun, nous ne souhaitons pas ça. C'est pour ça que nous souhaitons qu'ils reviennent et qu'ils descendent, même s'il n'y a pas de bain de poule. Même s'il est loin, même si les caméras ne nous filment pas de près, même s'ils ne nous parlent pas, on verra quand même comment la route sera bloquée du côté d'Ahala où je suis. Et on saura avec les gars de la GP que le président le retour. Même si on fera comme les populations du village Mpang, qui se contentent souvent de voir une main, voilà. Un peu... Et donc on a reconnu cette main. On connaît à la main du chef de l'État. On baisse légèrement la vitre et puis on voit une main qui a une certaine couleur qu'on identifie facilement. Franck Mémé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au panel, et mes amitiés aux téléspectateurs de cette grande émission. Vous êtes juriste, vous êtes également consultant en leadership, vous êtes chef de la cellule de la communication du cabinet de l'honorable Paul-Éric Djomgoué, c'est ça? Tout à fait. Merci d'être là. Alors la question d'entrée, on observe que ça fait un mois le président Biya s'est déplacé, il n'est toujours pas revenu. Est-ce que un mois c'est un peu tôt pour un court séjour privé? Ben, ça dépend déjà de la durée officielle du congé du chef de l'État. Je ne pense pas qu'elle soit de 2 semaines. Elle est un peu plus longue que cela. Maintenant, le cours où l'on séjourne, c'est le communiqué officiel du cabinet civil qui parlait d'un court séjour privé. Ben, je pense que la détermination de la durée de ce séjour dépend exactement du congé même du chef de l'État, qui est nettement au-delà de ces 30 jours. Et donc, pour le moment, il est encore dans les délais qui lui permettent de gérer l'État, même de là où il se trouve. Je crois que des actes sont posés au quotidien par le chef de l'État pour la continuation de la grande œuvre de construction nationale. Il pose ses actes en tant que président de la République. S'il y avait absence d'un certain nombre d'actes, si les actes étaient bloqués du fait de ce que le président de la République n'est pas là, on pourrait alors penser que il y a probablement une espèce de vacances. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le président est dans un séjour court privé qui, c'est vrai que nous sommes partis le 7, nous sommes déjà au 7 juillet, ça fait quand même, ça fait un mois qu'il n'est pas là. Mais puisqu'il travaille même de là où il est, je pense qu'on ne devrait pas pouvoir en faire beaucoup de... On fera pas non plus le procès à ceux des Camerounais qui veulent le voir. Non, mais maintenant, il a été élu par les Camerounais qui ont le droit de l'avoir, le droit de le voir, parce que c'est lui qui n'est-ce pas, a toute la confiance des Camerounais, et c'est à lui que les Camerounais ont confié l'avenir de leur pays, donc c'est normal que les Camerounais cherchent à savoir où il se trouve, que les Camerounais cherchent à le voir même. Mais force est de constater tout de même que le président de la République a un certain âge aujourd'hui, et ce n'est plus évident de pouvoir l'avoir, comme ce fut le cas. Il partait à Kribi, il faisait du vélo, arrivait à la plage, rencontrait les pêcheurs, etc. etc. Il partait au sud-ouest, le faisait, il partait à Douala, faisait des séjours à Ebolova même. Ça devient un peu moins fréquent, et c'est normal, vu l'âge du chef de l'État, mais sur le plan administratif, je pense que le chef de l'État mène cette activité comme tout travailleur camerounais. Et tant qu'il n'a pas défié la loi sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a pas de problème majeur. Merci Franck Mémé, vous recevez les salutations de Minjom William, Francis Esso qui est connecté, également de Modouga Donkometou. Merci bien d'être connecté, Paul-Stéphane Modouga. Jean Guizogo, le président général de l'Union des populations africaines, qui dit bonsoir Jean-Jacques Zé et à mes amitiés à ton panel. Je vous suis depuis la ville universitaire de Soie. Merci président général Jean-Guy Zogo de l'Union des populations africaines. Franck Mémé qui aime beaucoup le sport. L'Égypte mène à la marque 1-0 depuis la 15e minute. On est rendu à la 20e minute. On va dans les kiosques.
Pour la revue de presse. Pour la revue de presse, Jean-Jacques, nous parlons d'abord de l'excellence. Il y a cette institution au cœur de l'excellence qui a donc attiré l'attention du tri-hebdomadaire, le journal La Météo de Dieudonné Vin. Jean-Jacques, on parle de la majestueuse Ndazoua et puis à Dieudonné Vin avec son équipe ont donc choisi justement de célébrer un établissement de formation professionnelle à travers l'image d'une école moderne pour renvoyer une idée de sérieux et même de qualité tout en annonçant les dates des concours d'entrée du 22 août et même du 19 septembre 2026. C'est donc une actualité à retrouver en page 2 et 3 du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin. Nous parlons également d'Info Matin, dirigé également par Dieudonné Vin, qui titre sur un angle institutionnel et reconnaissant. CNCC en société à capital public, les transporteurs routiers qui disent merci à Paul Biya. Le journal revient donc sur la séance de travail du 6 juillet ici à Yaoundé, présidée par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngale-Bibéret, où les syndicats des transporteurs ont salué les initiatives gouvernementales et adressé une motion de déférence au président de la République pour la modernisation de ce secteur. C'est une actualité également décryptée par le journal Innovation, le bi-hebdomadaire de Hugo Tachouam, qui revient effectivement sur cette information et informe que le ministre Jean-Ernest Masséna-Ngale-Bibéret a présidé dans cette séance de travail avec les responsables des syndicats des transporteurs routiers et des organisations socio-professionnelles de l'ASDETRO, à laquelle a donc participé Lambert Onguéné, président fédéral de la FOSAT, et qui livre d'ailleurs un morceau choisi justement de cette réunion dans les colonnes du journal Innovation paru en kiosque ce jour. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana ouvre le débat sur les finances publiques avec le titre tel qu'on le constate justement en grande une. Orientation budgétaire, débat ouvert. Le journal rapporte donc que face aux députés, le gouvernement a présenté les grandes lignes de ses actions jusqu'en 2029, tandis que les parlementaires ont fait valoir leurs attentes portant donc sur une meilleure gestion de la dette, plus de transparence dans les finances publiques et le bouclage des projets de développement dont dans les délais. Actualité également à retrouver en page 6 et 7 du journal Cameroun Tribune dans sa parution de ce jour. Georges Alain Boyomo également fait parler de lui. Mutation s'intéresse à la fraude fiscale avec pour titre téléphone non dédouané, le blocage bloqué. Le journal par là Jean-Jacques Zeu relève qu'un mois après la sommation du ministre des Finances aux opérateurs de téléphonie mobile de bloquer systématiquement les terminaux issus de la contrebande, la mesure n'a toujours pas été matérialisée alors que 25 milliards de francs CFA de recettes fiscales annuelles sont en jeu. Le journal traîne avec beaucoup de dextérité cette actualité en page 8 dans sa parution de ce jour. Fepius Ndiaoui à travers le messager revient effectivement sur la stratégie énergétique du pays avec le titre Stratégie gazière du Cameroun, de l'or en eau profonde. On le constate justement le titre en grande une. Le journal qui indique que suite aux critiques sur le retrait programmé du Fing Ili Ipai Seyo, justement au large de Kribi, la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, a donc choisi de mettre en avant le développement du champ transfrontalier Yoyo Yolanda et l'appel d'offres sur 9 blocs pétro-gaziers comme principaux leviers de relèvement des revenus gaziers donc du pays. Ouvrons cette fois-ci l'actualité à une autre, justement lors du Cameroun, avec l'État rattrapé par la justice. C'est le titre choisi par la Nouvelle Expression dans sa parution de ce matin. L'État qui est donc rattrapé par la justice, le journal par là, révèle qu'il a fallu l'intervention de la justice pour que le scandale de l'or camerounais cesse d'être en secret de Polichinelle. Avec la convocation par le tribunal criminel spécial de Oswald Baboké, révèle le journal directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, entendu sur des suspicions de trafic dans la filière aurifère. La page 6 justement de la Nouvelle Expression en parle dans sa parution de ce jour. Gibaï Gatama, lui, nous conduit justement du côté de Mozogo, et de ce côté 9 personnes ont été enlevées par Boko Haram. Le journal a donc choisi dans sa parution de mettre en avant l'enlèvement de ces 9 personnes par le groupe terroriste dans la localité de Mozogo, illustré tel qu'on le constate par une photo de maisons détruites et même de cases calcinées. Aman Mana, à travers le jour, reste à l'extrême nord avec cette épidémie. Déjà une dizaine de morts de choléra. Les autorités sanitaires à cet effet ont officiellement déclaré l'épidémie dans plusieurs districts de santé du département du Logone et Chari, notamment à Mada, à Fotokol, à Makari
et même à Kolofata. Des équipes médicales à cet effet sont mobilisées sur le terrain pour contenir la propagation de la maladie. Le bi-hebdomadaire Le Point parle de nombrilisme avec ses points de suspension. Le journal d'analyse, d'enquête et même d'information générale dirigé par Étienne Ouna épingle dans la nomination au cabinet de l'Assemblée nationale avec ce titre tel qu'on le constate justement en grande une de ce journal qui critique l'arrêté du 30 juin 2026 par lequel le président de l'Assemblée nationale a nommé sa fille Datuo Lucie Marlène Audrey au poste de chargé de mission, y voyant donc un vice d'éthique majeur qui crée donc un conflit d'intérêts structurel et alimente d'ailleurs la perception d'une privatisation du pouvoir public. Parlons cette fois-ci, Jean-Jacques Zé, de l'économie avec défi actuel qui revient sur le secteur financier, la stratégie du ministre des Finances pour donc assainir le secteur bancaire. Il s'agit donc à travers le redressement de plusieurs établissements bancaires, leur récapitalisation et même la reprise d'actifs stratégiques. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motaza, a engagé une profonde restructuration dans le secteur bancaire. Cette politique vise à renforcer la stabilité financière, protéger les déposants et même doter le pays de banques plus solides au service du financement de l'économie. Nous déroulons le tapis rouge quant à une autre actualité qui continue d'interroger la quiétude de plusieurs Camerounais depuis quelques années. Justement, Martinez Zogo, le repère en pâle, à qui profite finalement le crime. Le tri-hebdomadaire qui paraît justement le lundi, mercredi et vendredi, dirigé par Régine Touna, c'est important de le rappeler, revient donc sur le dossier Martinez Zogo avec le titre « À qui profite finalement le crime ». Le journal qualifie cet assassinat d'incroyable qui défraie dans la chronique depuis plus de 3 ans, soulignant que la victime gît toujours dans une morgue de la place et que le procès s'enlise alors que commanditaire et exécutant demeurent inconnus. Le miroir justement qui parle également de l'affaire Martinez Zogo avec ses pseudo-greffiers du tribunal militaire à la manœuvre. De quoi est-ce qu'il s'agit? Antoine Ebaï se penche dans sur cette affaire. Le journal évoque l'intervention de Polycarpe Xavier à Tangana dans l'émission Libre Expression du 5 juillet 2026 sur Info Télévision et dont vous avez dirigé avec beaucoup dextérité et qui a donc balayé la rumeur d'un second commando et publié des comptes rendus partisans alors que l'affaire reste pendante au tribunal militaire. Le miroir justement a choisi de faire de cette actualité sa une dans sa parution de ce jour. La nouvelle également, Jean-Jacques revient en kiosque et nous livre un récit qui a tout d'un film. En 2022, Jean-Pierre Amougou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote est malade, alerté Dieudonné vers le directeur de publication d'Info Matin, endosse le rôle d'oncle et Tenga du Zomlois. Pendant 2 mois, révèle justement le journal de Jacques Blaise Vier. Il parcourt le pays Bassa, Mbombo, tradi praticien, Zomlois et Tenga. Il mobilise toute la chaîne traditionnelle pour soigner le patron de presse. La santé revient et c'est là que l'histoire bascule. Au lieu de la reconnaissance, c'est une convocation à la police judiciaire. Dieudonné Vin n'échappe à la prison qu'après avoir remboursé un crédit obtenu justement à Vision Finance. Aujourd'hui, alors que Jean-Pierre Amougou Belinga est donc de nouveau en mauvaise posture, la nouvelle pose la question dans sa parution de ce jour, qui fâche d'ailleurs. Pourquoi ne pas refaire appel au même Zetenga? La tradition aurait-elle sauvé une fois et pourrait-elle sauver encore? Double interrogation justement dans les colonnes du journal La Nouvelle en page 2 et 3 de l'analyse d'ailleurs. C'est une qui nous met ici face à un dilemme camerounais, Jean-Jacques, un combat permanent entre 2 mondes, le monde de la tradition et le monde de la raison, du droit et même de l'argent. Dans ce récit, la tradition gagne donc la première manche quand la médecine et même les réseaux modernes semblent impuissants. C'est le Mbombok, c'est le rituel, c'est les Tenga qui est appelé donc à la rescousse. Cela montre visiblement 2 choses, Jean-Jacques, si vous en avez convenance. La première, la force de notre ancrage culturel. Même un grand président directeur général, homme de médias et homme d'affaires, revient aux sources quand il s'agit de vie ou même encore de mort. Le rôle social, deuxièmement, du directeur de publication Dieudonné Vin ne se contente pas d'écrire. Il a choisi d'agir, de protéger. Il joue le rôle de grand frère, de parent. C'est dans la figure du sauveur que la nouvelle a choisi dans sa parution de mettre ici en avant. Mais la deuxième manche est gagnée par la raison administrative et même financière. Guérir le bénéficiaire se tourne vers la police judiciaire et même les tribunaux. Le crédit Vision Finance devient l'arme. Ici, la logique n'est plus celle du sang et de la solidarité, c'est celle du contrat, du remboursement, de la loi. C'est le choc. La tradition a donc donné la vie, mais la raison finit par réclamer de l'argent. Jacques Blaise Vier se concentre justement sur cette actualité majeure d'avec sa rédaction centrale pour éplucher
Écoutez justement cette information en page 2 et 3 dans sa parution de ce jour. Climat social d'Emmanuel Mbambor Matib revient sur un magistrat accusé de 16 ans d'acharnement contre Mbambor Matib. Le journal, justement, depuis la prison centrale de Berthois, son directeur de publication, lance un cri de détresse. Diabétique, cardiaque, amputé des 2 pieds, il dénonce l'absence de soins. Les organisations de droits de l'homme demandent sa libération immédiate pour raison médicale. La question posée est simple. La prison doit-elle devenir une tombe? Jean-Jacques Zé, le journal accuse d'ailleurs un magistrat de la cour d'appel de l'Est de 16 ans d'acharnement contre son directeur de publication, le même qui aurait donc envoyé Martinez Zogo en prison. Climat social dans sa parution parle de règlement de compte et non de justice et interpelle d'ailleurs le président du Conseil supérieur de la magistrature. Jean-Jacques, au-delà de ce dossier, c'est la crédibilité de notre justice et même la liberté de la presse qui sont mises à l'épreuve. Un détenu malade a droit aux soins et un magistrat accusé doit donc répondre si jamais les faits qui lui sont reprochés sont d'ailleurs vérifiés, car comme le dit le journal, la justice ne se venge pas, elle juge ou alors elle démissionne tout simplement. Sortons de cette revue de presse pour la deuxième parution de la semaine avec la République de Timothée Somba Abena, qui dans sa parution met en avant la grande mobilisation politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le titre est donc visible du côté d'un côté. Le ministre Pierre Ismaël Bidungpat impulse l'offensive victoriale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Le journal justement revient sur le méga meeting du 4 juillet dernier du côté d'un côté qui a été présidé par Pierre Ismaël Bidungpat. Il est chef de la délégation départementale permanente de la Haute-Sanaga. L'événement visait justement, révèle le journal, à préparer les prochaines échéances législatives et même municipales de février 2027. Le journal d'ailleurs parle de cet objectif clair. Il faut purger les frictions locales, transcender les contingences et surtout consolider la base du RDPC derrière le président national Paul Biya. Jean-Jacques. Merci Romaric. Noir-Franc, on se retrouve juste derrière, en tout cas avec nos invités qui vont réagir relativement à ces unes qui ont été présentées. On se donne rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Pour une autre revue de presse. Au grand plaisir. Bon débat. Petite respiration. Retour sur le plateau, on refait quelques unes. Hubert Volo, quelle une? Oui, mutation, forcément, c'est vrai que c'était beaucoup de titres intéressants. Mais je pense que mutation m'a beaucoup interpellé. Parce que... Mutation qui parle du blocage, bloqué, parlant justement du téléphone. Je vais vous faire une révélation. J'ai découvert que même les vendeurs de téléphones ont contourné le ministère des Finances. J'ai un ami qui achète un téléphone l'autre jour, et puis il s'inquiète, il demande au vendeur s'il a résolu tous les problèmes. Le vendeur lui dit, t'inquiète. Nous, on a mis la puce dans le téléphone avant que la mesure ne soit effective. C'est-à-dire que les gars ont fait fonctionner, ont mis le téléphone en service avant que la mesure ne soit effective, et ils ont retiré les puces. Donc, du coup, les téléphones sont enregistrés comme étant des téléphones fonctionnels avant que la mesure ne soit effective. Donc, je ne sais pas si vous voyez le caractère véreux des Camerounais. C'est vrai que la mesure elle-même, cette loi-là, qui voudrait qu'on taxe pratiquement 33% sur la vente de chaque téléphone, est un problème. Parce que 33%, si vous achetez un téléphone à 10 000, ça veut dire que la taxe est de l'ordre pratiquement de 300, 3500, quelque chose du genre. Je ne maîtrise pas bien l'affaire, mais quand Mutation parle de ça, conscient du sérieux que Mutation a toujours incarné en matière de traitement de certaines informations, ça m'a interpellé et je crois qu'ils ont raison de dire que c'est un blocage bloqué. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'opération n'est pas bloquée.
À un moment, on avait parlé d'une sortie de l'ART qui disait stop à cette affaire. On a eu la chance de recevoir le directeur général des douanes lors du salon de l'action gouvernementale, qui nous a rappelé que l'administration était écrite. Il n'y a aucune note qui vienne suspendre cette opération de blocage et de paiement des taxes par les téléphones. Et que ce jour-là, il nous disait que depuis le déclenchement de l'opération, ils avaient déjà fait entrer 600 millions de francs CFA. Parce que des gens sont promptement allés dédouaner leur téléphone et les douanes avaient déjà encaissé 600 millions de francs CFA. L'opération n'est donc pas arrêtée. Ils ont donné plusieurs codes lorsque vous achetez un téléphone pour savoir s'il a déjà été dédouané ou pas. Il y a des procédés pour cela. Bon, de toute façon, quand Mitachon en parle, la vérité est que c'est une pilule qui est difficile à avaler. Au vu du contexte, c'est vrai que nous qui sommes un peu au fait d'un certain nombre de situations, il est clair que l'État est en difficulté financièrement. Oui. C'est pour ça que je fais toujours le parallèle avec les enseignements, hein, ou alors les enseignants. On a dit qu'on ne nous a pas encore payé les frais de surveillance, de correction et de secrétariat, parce que étant dans le système d'unicité de caisse, les caisses du Trésor n'ont pas d'argent. Et nous savons clairement que le ministre des Finances essaie d'utiliser toutes les stratégies possibles pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Après, quand ça passe par le téléphone, ça fait forcément des gorges chaudes, mais je crois qu'il est bon que le Cameroun se transforme davantage sur le plan industriel pour éviter que l'on soit en train d'aller chercher l'argent là même il ne faut pas chercher. Parce qu'on est fondé sur les taxes, sur les impôts, ouais. On ne produit pas le domaine industriel. C'est ça le véritable problème du Cameroun. On vit presque essentiellement des impôts. Bien sûr. Et on ne peut pas fonctionner comme ça, pourtant on a beaucoup de potentialités. On parlait de l'or, la question de l'or, vous la connaissez, c'est une question qui vous préoccupe suffisamment. Vous savez que l'or du Cameroun s'échappe par des voies que l'on ne connaît pas. Et vous connaissez le débat qu'il y a là-dessus. Vous savez que le cacao commence timidement à être transformé, bien que nous soyons l'un des meilleurs producteurs au monde. Vous savez que le riz, on a des zones où on peut bien le transformer, mais on est obligé d'aller le chercher ailleurs. En réalité, c'est un problème. Je pourrais également évoquer la question du pétrole, qui pourrait nous épargner de se retrouver en train d'être envahis par les taxes telles que... C'est ce qu'on espère derrière la Sonara future qui est annoncée, qui va nous prendre 700 milliards. Vivement qu'on en sorte. Patrick Assiga, quelle une? Ah oui, tout à l'heure, là, je faisais des gros signes à Hubert, puis il fait comprendre que c'était ma une qu'il a eu à... Il n'est pas tenté de revenir sur oui, justement, parce que c'est une qui m'a interpellé et qui même depuis longtemps m'a toujours interpellé. Il faudrait comprendre une chose, c'est que c'est le petit consommateur qui en réalité paye le prix de cette affaire. Jean-Jacques, vous vous retrouvez avec un téléphone que vous savez avoir payé. Au moment où vous allez payer ce téléphone à la boutique, il est censé avoir déjà parcouru et payé les taxes qui vont avec. Donc, vous avez, dans les frais qu'on met sur le téléphone, si on me dit que le téléphone c'est 10 000, automatiquement les frais de dédouanement des impôts et tout ça est déjà dedans. Comment comprendre qu'on veuille bloquer mon téléphone après l'avoir acheté si cher? Il faudrait à un moment donné que lorsque nos gouvernants veulent prendre certaines mesures, qu'ils essaient aussi de mesurer l'ampleur sur les populations. Et autre chose, il y a un autre côté de la chose, c'est les opérateurs de téléphonie, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas propriétaires des opérations de téléphonie au Cameroun. On a deux mercenaires qu'on a fait venir ici, qui nous font même boire de la mer. Deux mercenaires, permettez-moi de le dire comme ça. Deux mercenaires qu'on a fait venir ici, qui dictent leurs lois dans notre pays avec des frais et des impôts et tout ce qui va avec. C'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème. Les mêmes, à l'issue de cette mesure, vont mettre en mal ces deux mercenaires dans notre pays, puisque si on bloque, je suis client de ces deux mercenaires dans notre pays, on bloque mes deux téléphones, automatiquement, c'est un manque à gagner à ces derniers. Bon, je ne sais pas si on ne bloque pas votre puce, on bloque le téléphone. Mais on bloque le téléphone, ça veut dire que je ne peux plus l'utiliser. Vous pouvez utiliser un autre téléphone. Pour acheter avec quoi? Vous le disiez ici tout à l'heure, on ne peut pas vivre dans un pays où les ressources proviennent uniquement des impôts et de la douane. C'est quand même il y a une curiosité que nous vivons au Cameroun avec cette affaire.
on se retrouve en train de traquer les pauvres citoyens en leur imputant des taxes à gauche et à droite, tout ça parce qu'on veut joindre les deux bouts. Alors que les sources de revenus qui peuvent permettre la croissance économique sont là. On ne veut même pas penser, on ne veut même pas réfléchir là-dessus, mais il faudrait voir comment est-ce qu'on impute aux pauvres fonctionnaires. Ils se retrouvent aujourd'hui, chacun dans sa grille salariale peut vous dire combien l'impôt coupe chaque année, c'est élevé. Et on continue donc avec ça. On multiplie même des stratégies pour davantage polluer le pauvre fonctionnaire, polluer le pauvre Camerounais et ainsi de suite. Là, ça devient un peu... On se serait, moi je suis même surpris, on s'est dit que l'ART certainement a eu à comprendre les cris de détresse des populations, mais lorsque vous vous dites encore qu'il n'en est rien en réalité, ça devient encore posé. Ça veut dire que le problème est encore posé. Absolument. Le problème est encore en entier, qu'ils n'ont même pas réfléchi à résoudre ce problème. Moi je dis que c'est un faux débat. Nous avons des sœurs, des frères qui sont de l'autre côté à la diaspora. Si cela te garde un téléphone, il va falloir que tu ailles le dédouaner. Pourquoi est-ce que lorsqu'il me garde une paire de tennis, on ne m'exige pas aussi d'aller dédouaner ma paire de tennis? Ça veut dire que le problème est d'ordre macro à l'heure actuelle. Il faudrait qu'on réfléchisse. Il ne s'agit pas tout simplement de trouver des solutions ponctuelles juste parce qu'on veut renflouer les caisses de l'État. Et tout ce qu'on présente, c'est la perte. On nous fait comprendre que le Cameroun perd en termes de milliards par an parce que les téléphones ne sont pas dédouanés. Rentrons même encore voir le système douanier au Cameroun. Comment est-ce qu'il est géré? Qu'on ne fasse pas comprendre que tous ces téléphones-là viennent par avion. Et quand même c'est le cas, ça traverse un aéroport. Alors comment ces téléphones peuvent se retrouver dans nos marchés ici sans avoir été dédouanés? Alors il y a un problème. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent apprennent à trouver des solutions durables et non des solutions ponctuelles juste pour renflouer les caisses de l'État. D'accord. Fakwembe, quelle une a retenu votre attention? D'abord, l'affaire Martinez-Zogo. J'ai la chance d'avoir été un proche de Martinez et j'étais à Kribi sur le terrain de la mine quand j'ai appris qu'il avait été lâchement, sauvagement assassiné. Et depuis cette affaire Lambine, l'impression qui se dégage à mon niveau, c'est que on a certainement la piste réelle. On a l'ensemble de ceux qui ont posé cet acte barbare. On a même des commanditaires, mais on nous fait un peu tourner en rond dans un procès qui commence à être interminable. C'est malheureux parce que il y a une douleur, il y a un côté social dans cette affaire, c'est la famille de Martinez. C'est la thématique qu'on a abordée dimanche dernier, 3 ans et demi. Le corps est toujours à la morgue. Déjà, quand on retrouvait le corps, il était en état de décomposition. Dans quel état sera mon ami quand on va le lever? Le jour où on va faire ça, opérer sa levée. Dans quel état sera-t-il? Il y a ce côté social que ces gens ne voient pas. Il faut nous soigner. Il faut nous libérer de cette affaire. Il faut permettre à la nation de savoir qui l'a fait, parce que c'est facile de savoir qui a fait cela. Et moi, j'ai envie de dire que quiconque aurait trempé la main, aurait participé à ce crime odieux, mérite la punition la plus exemplaire, la plus sévère qui soit. À mon sens, il faut même prendre des gens comme ça, les mettre à la poste. Chacun de nous vient les flageller, il meurt. Parce que ce qu'ils ont fait est atroce et sauvage. Donc, il faut les punir. Et je suis gêné parce que dans la confrérie des communicateurs, des journalistes et tout ça, il y a des gens qui se trouvent plus ou moins impliqués dans cette affaire. Je crois qu'il faut gérer avec la plus grande sévérité et que quiconque l'a fait doit subir le karma de ce qu'il a pu imposer comme douleur à la famille de Martinez. Maintenant, j'ai eu il y a quelques années quelques rapports avec Mbambok Matip. Je ne savais pas déjà qu'il est en prison. Le climat social. Vous savez, climat social, quand vous connaissez quelqu'un, s'il est dans la souffrance, j'ai une pensée pour lui. J'espère qu'il va s'en sortir. Maintenant, parle clairement
d'un magistrat qui serait à la manœuvre dans tout ce qui lui arrive. J'espère simplement qu'ils ont suffisamment d'éléments pour parler d'un sujet pareil, parce que très souvent, dans quelques-unes, on parle de certains sujets que les gens ne maîtrisent pas, et c'est des accusations à l'emporte-pièce. Je crois qu'il faut rester dans la déontologie et dans le respect des lois et règlements de la République, parce que avoir un journal ne signifie pas écrire tout ce qu'on veut sur tout le monde et n'importe comment. Il faut quand même rester dans la déontologie et dans le respect des lois et règlements de la République. Ça, c'est important de le dire. Allez, beaucoup de courage à Mbombo Matip. Du côté de Berthois, on ne sait pas trop comment il a fait pour se retrouver plutôt à Berthois, détenu de ce côté. On essaiera de connaître le fond de cette affaire, parce qu'on n'a pas... Parce que ça peut être une brimade judiciaire. D'accord, on n'a pas beaucoup de courage, lui qui est déjà souffrant, oui. Et qui se retrouve dans cette situation-là. Docteur Ressumba, quelle une? La une qui m'a interpellé au premier chef, c'est la une du journal Le Point, qui a titré « Nombrilisme » en parlant de la nomination de la fille du très honorable Dato comme chargée de mission à l'Assemblée nationale. J'aimerais dire qu'il ne faudrait pas qu'au Cameroun, la presse devienne une presse inquisitrice qui se contente de flageller les pouvoirs publics et de promouvoir le délit de patronymie. Parce que ce dossier que je maîtrise un peu révèle que Madame Dato Lessi travaille à l'Assemblée nationale bien avant que son papa ne devienne député. Elle est administratrice des assemblées. Elle y a fait ses classes. Elle mérite donc une promotion au même titre que les autres administrateurs de l'Assemblée. Et maintenant, le poste de chargé de mission est un poste qui nécessite un fort coefficient de loyauté. Dans la kyrielle des chargés de mission au niveau de l'Assemblée nationale, je ne vois pas quel est le problème qu'une fille rompue à la pratique parlementaire puisse être chargée de mission sous le prétexte que c'est son père qui est président de l'Assemblée nationale. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'elle a le profil? Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Si tant est qu'elle a le profil, elle a déjà fait ses classes, elle aurait été nommée que ce soit son père ou pas. Maintenant, le fait que ce soit son père la met davantage sous l'effet des projecteurs en termes de compétences. Parce que maintenant, on va la scruter et libre à charge pour elle aujourd'hui de nous démontrer qu'elle n'a pas simplement été parachutée et que sa nomination tient des états de service productifs. Les enfants, aucun enfant au monde ne doit être privé de son ascension politique ou administrative simplement parce que son père est un homme politique. C'est quand même un débat de plus en plus gênant. Hein. On va sortir la une de Le Point qui parle justement clairement de nombrilisme. Hein. Il n'a même pas fait une phrase. L'affirmer qu'il s'agit là d'un cas de nombrilisme. Franck Mémé. Oui. Je voudrais dire en une minute qu'il faut arrêter on ne gère pas la République comme ça. C'est-à-dire que les gens qui condamnent... Mais prenons l'un des pays référence au monde, les États-Unis d'Amérique. Prenez le cabinet du président Trump. Fils, fille, épouse, beau-fils. Mais personne ne gouverne avec les autres comme collaborateurs précieux. Ça n'existe pas dans le monde. Il faut que ce soit sûr. Si je suis nommé DG et que j'ai mon fils qui a les compétences, forcément il aura un rôle important, minimalement dans mon cabinet. C'est comme ça que ça marche. Donc, que le président actuel de l'Assemblée nationale nomme sa fille, qui a la compétence, qui a l'expérience, qui travaille dans cette institution depuis de nombreuses années, où elle a faute. Il arrive, il a besoin de personnes vraiment de compétence et de confiance et de loyauté. Mais sa fille, il regarde directement vers sa fille. Il n'y a pas de faute. Il faut arrêter de vouloir simplement salir le nom de hautes personnalités. Il vient d'arriver, il est en train de travailler pour cette institution qu'est l'Assemblée nationale. Il met des collaborateurs en qui il peut avoir l'entière confiance. Et si sa fille fait partie de ces personnes, elle a la compétence requise. Si les gens veulent dans d'autres émissions, on viendra avec tous ses diplômes pour étayer de ce qu'elle a au moins le niveau de ce qu'elle peut faire comme travail. Donc, il faut éviter cela. Finalement, on fera une émission sur les choix. Oui, mais il faut faire. Il nomme son directeur du cabinet. Ça fait débat. Ça fait débat. Ça marche comme ça. Pareil avec mon illustre homonyme Franck Bia. C'est le fils du président. S'il est aujourd'hui le conseiller du chef de l'État,
Il a la compétence qu'il faut. Il a fait des études politiques de haut niveau. Pourquoi on va s'en émouvoir alors qu'ailleurs, ça court les rues? Mitterrand avec son fils, Christophe, à ses côtés à l'Élysée. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Sa femme était très impliquée dans la gouvernance. Donc, il faut arrêter à un moment Hubert, donné. tu peux pas mettre le sable dans Ça va donner l'impression que c'est quelque chose qui a été préparé pour venir chanter les louanges de M. Datouessi. Non. Ce qui est clair. C'est la presse qui nous donne voilà, Timothée a bien fait de le dire. Ça donne l'impression également que sous Cavaille, le mérite n'était pas récompensé. Parce que Timothée fait bien de le préciser. Elle est là-bas depuis. Voilà. La vraie question qu'on pose, c'est pourquoi 3 mois ou 4 mois après l'arrivée de son mari ou son père. Son père. Donc, ça pose, c'est un problème qu'on doit forcément évoquer. D'un de deux. Vous savez que sur Cavaille, il y avait beaucoup de Cavaille là-bas aussi. Oui. On dira que bon, c'était forcément la même logique. C'est-à-dire que Cavaille prendrait donc les siens parce qu'il avait forcément entièrement confiance à eux, ils étaient également compétents. En réalité, du point de vue de la forme, si dans le fond, si on met les éléments juridiques sur la table, parce que nous sommes tous en République, ça passe. Mais du point de vue de la forme, monsieur, acceptez qu'on dise que le parfum qui en sort n'est pas forcément un bon parfum. Pourquoi? Parce que on tenterait de penser que monsieur Ndatoui fait d'abord la promotion des siens en lieu et place forcément des autres. C'est comme ça. C'est pour ça que peut-être le journal a tapé fort en parlant de nombrilisme, mais je pense quand même qu'il aurait été bon, puisque la dame y est déjà, de la garder à sa position. Parce que là, on parle de management, et là, nous sommes dans une période... Alors, il se serait donc privé d'une compétence, parce que c'est ça. Non, la compétence, je ne sais pas ce qu'elle fera d'exceptionnel là-bas. Vous comprenez un peu? Si elle fait bien ce qu'on lui demande de faire, on lui demande pas de faire l'exceptionnel. Si elle a la compétence qu'il faut et que le poste est là, pourquoi est-ce qu'on ne la choisirait pas? Elle ne peut pas forcément être la compétence. Vous laisserez votre enfant dans les postes... Est-ce que c'est la compétence? Non, c'est pas ça la problématique. Vous savez, quand on veut gérer la République telle qu'on veut la gérer là, c'est-à-dire que gérer votre enfant, on parle là de l'Assemblée nationale. On ne parle pas de l'enfant. Quand vous appelez des exemples, même de la présidence ou des présidences, là où les enfants ne sont pas exclus, ils ont été utiles, ils sont formés, ils peuvent être là. Je suis d'accord avec vous. Encore que ces exemples-là, ce n'est pas parce qu'on les a convoqués forcément. Si vous allez chercher dans cette société-là, ou alors dans cette société, vous trouverez que personne n'en parle. Mais je dis que moi, je n'ai rien contre cette dame. Je ne la connais même pas. J'ai découvert son nom dans la presse. Mais dans notre contexte, il aurait été mieux que le président Datoué nous épargne de ça. Dans votre contexte. Pourquoi pas Patrick, un mot là-dessus? Moi, je dis, c'est... Nous vivons ça au quotidien. Nous sommes dans une société où nous vivons cela presque chaque fois, que ce soit lors des concours, que ce soit lors des nominations, que ce soit lors des... Alors, venir le dire ici, moi, pour ma part, c'est un non-événement. C'est un non-événement. On nous a habitués dans notre société, on nous a habitués à toujours s'entourer des proches. Puisque cela provient même d'abord du président de la République, qui ne fait que s'entourer de ses anciens camarades, de ses anciens amis et de tout ce qui l'entoure. Non, on ne gouverne pas avec l'ennemi. Alors, si c'est une logique, que nous avons voulu adopter, et que nous adoptons aujourd'hui, que cela ne fasse donc pas de mal à quelqu'un aujourd'hui, que le président de l'Assemblée nationale le fasse. Parce que nous l'avons accepté. Nous acceptons cela depuis fort longtemps. Non, c'est pas parce que c'est une situation mondiale, c'est pas parce que cela se pratique au Cameroun que forcément c'est une bonne chose. Non, c'est pas simplement le Cameroun. C'est pourquoi je dis que... C'est une mauvaise chose en quoi? Timothée a bien fait de parler des compétences de cette dernière. Oui. J'ai dit ma position est celle de dire tout simplement que tu sois le fils ou encore de l'extérieur, comme on dit ennemi, si tu as de la compétence, alors il n'y a donc pas débat. Qu'on te prenne. Même si tu es ennemi, il faudrait qu'on le sache. Même si tu es ennemi et que tu as de la compétence, et que tu as de la compétence, qu'on te prenne. Encore que parce qu'il faudrait... Voilà, c'est un terme. Oui, peut-être. Celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne me suit pas. Forcément l'ennemi. Voilà. Alors si c'est qu'on ne connaît pas, vous avez compris ce que je voulais dire. Et qu'on découvre la compétence sur ces derniers,
Mais alors, on peut travailler avec lui. D'accord. Non, on va revenir à Timothée tout à l'heure, qui a choisi la une de le point, qui n'est pas d'accord avec ce titre-là qui parle de nombrilisme concernant la nomination de la fille du président de l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale comme chargé d'émission. On remet la caméra sur Timothée pour qu'il achève. Il faut peut-être préciser que pour être administrateur des assemblées au Cameroun, il faut être formé à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là où se trouve cette école. Ah, d'accord. Donc, elle est un produit de l'Assemblée nationale. Elle a la compétence, elle a l'expérience. Et maintenant, lorsque vous regardez l'organigramme de l'Assemblée nationale, chargé de mission au cabinet, on parle bien là du cabinet. Et ce n'est pas une invention camerounaise. En réalité, on gouverne avec ses proches. C'est tout. Mais ses proches ne signifient pas toujours les membres de sa famille. Parce qu'en matière de gouvernance et de leadership, le premier élément sur lequel repose l'efficacité, c'est la loyauté et la confiance de ceux qui vous entourent. Si vous gouvernez avec quelqu'un dont vous ne commandez ou ne contrôlez pas la loyauté, il ne va pas faire ce que vous voulez. Il peut même vous faire échouer. Je connais un directeur général dont je vais taire le nom, une directrice générale dont je vais taire le nom, qui fait de très mauvais résultats aujourd'hui. Parce que les ingénieurs de la boîte qu'elle dirige ont dit qu'ils ne vont pas l'aider à réussir. Malheureusement pour elle, elle n'est pas ingénieure. Je tourne la page. On a connu un directeur ministre comme ça. Hein? Rapidement, la deuxième une qui m'a interpellé, c'est la une de Le Messager, de l'or en eau profonde. Je suis arrivé ici cet après-midi avec la peur au ventre. Parce que beaucoup, surtout la presse en ligne, s'est embrasée en disant que le départ du navire usine qui liquéfiait le gaz pour exporter allait créer des problèmes au Cameroun, perte de 300 milliards. Mais Le Messager me rassure que le projet Yo-Yo Yolanda, qui vient de faire l'objet de 2 accords entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, va enfin permettre de générer les fonds pour les 2 pays. Et je comprends que c'est peut-être la communication de ce navire-usine qui a décidé de faire peur à l'opinion publique pour que son contrat, qui avait déjà fait 8 ans, soit renouvelé. On ne peut pas avoir toujours des expatriés qui viennent tout gérer chez nous lorsque nous-mêmes nous sommes capables de produire certain nombre de services. D'accord. Merci Timothée. On accueille Georges Parfait Oundi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. C'était pas facile. Je te porterai plainte pour 2 raisons toutes simples. La dernière fois que j'ai été sur ce plateau, la capitale Yaoundé a connu les mêmes circonstances que celles que je viens de connaître. C'est-à-dire, je viens de passer plus de 2 heures de temps dans une voiture entre le boulevard du 20 mai et le siège d'Info TV. J'ai été obligé de me garer et chercher même une moto pour m'amener ici à temps parce que j'avais à passer assez de temps. Et la dernière fois que j'ai été sur ce plateau, c'était dans les mêmes circonstances où on avait annoncé l'arrivée du président et j'ai été bloqué quelque part pour les mêmes causes. Donc, je crois que je finirai par dire que à chaque fois que Jean-Jacques Zé m'invite, j'ai des problèmes. C'est pas moi qui vois. Tu choisis génialement de m'inviter seulement le jour où Yaoundé sera bloqué. D'accord. En tout cas, cela fait exactement 1 mois aujourd'hui que le président est parti. Si vous annoncez que les routes sont bloquées, parce qu'il arrive, ça pourrait être complètement, c'est grave dans le sens de rentrer après 30 jours. Après 30 jours, merci d'être là et d'être battu. On avance, hein, ça va faire 30 jours exactement. Si c'est confirmé qu'il arrive, il y a des fois on mobilise, après on lève la mobilisation. Dans tous les cas, on espère que le président de la République va regagner le Cameroun et pour assurer les uns et les autres et pour démentir clairement par rapport à ce qui avait été indiqué par certains lanceurs d'alerte ou une certaine presse. Bonsoir Jean-Jacques Zé. La déchirure des partis politiques au Cameroun repose sur 2 gros points faibles. La question générationnelle et la personnalisation des partis. Au Cameroun, les partis politiques souffrent de 2 maux liés. Premièrement, le parti qui est égal à un homme. Un parti égal à un homme. Depuis 90, presque tous les grands partis reposent sur un leader charismatique. RDPC avec Biya, SDF Frundi, MRC Kamto, UDC Ndamjoya. Problème, quand le chef vieillit ou tombe malade ou même décède, le parti entre en crise. On se bat pour la succession au lieu de se battre pour les idées. Deuxième, les vieux au sommet.
Les jeunes à la base, sommet verrouillé, les décideurs ont 60-80 ans, ils sont là depuis 30 ans. La base jeune, 60% des Camerounais ont moins de 25 ans, ils militent, mais ne décident pas. Discours déconnecté des jeunes qui parlent emploi, tech et ainsi de suite. Pourquoi ça ne change pas? On lit là la contribution de Ludovic Ngele Belinga Zouame. Premièrement, parce qu'il y a le contrôle des ressources. L'argent et les investitures viennent d'en haut. Deuxièmement, pas de démocratie interne, on désigne, on délie pas. Troisièmement, le culte du chef, contester égale trahir. Il faut donc éviter de contester, peur de perdre le parti en changeant sa tête. C'est-à-dire il faut rester avec le même président. Si on change, le parti peut mourir. Conséquence finale, un parti dominant très stable et une opposition de plus de 200 partis fragiles qui explosent à chaque crise, des partis étendards qui tombent si on retire la personne. Merci Ludovic pour cette contribution. On accueille Georges Parfait avec cette question justement. Pourquoi tant de déchirures dans les partis politiques? Merci Jean-Jacques. Je commencerai par saluer tout le panel qui est arrivé avant moi. Et je suis content de voir mon frère Mémé qui est tout en forme. Oui. On a un peu retiré les affaires du ballon. Non, je l'ai même connu un peu souffrant ces derniers temps, donc je suis content de le voir tout en forme. Je commencerai par citer le grand frère Nana Payon. Un jour, le grand frère Nana Payon avait dit, dès qu'un Camerounais s'est mis dans le call-box, tous les Camerounais se sont mis dans le call-box. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parlant de notre écosystème politique. Nous ne créons pas. C'est mimétique. Politiquement, les Camerounais ne créent pas. Nous avons trouvé, nous sommes tous dans le moule du parti unique. C'est-à-dire tous ceux aujourd'hui qui se réclament de l'opposition ou du parti au pouvoir sont partis d'un même combat, si on peut l'appeler comme ça. Ça fait que lorsque ces partis satellites-là se créent, c'est comme ça que moi je les appelle, ces satellites du RDPC. Tout le monde veut faire comme le RDPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui s'engage dans un combat politique dit de l'opposition, attend à ce qu'il ait les mêmes avantages et les mêmes privilèges que quelqu'un qui est resté dans le parti au pouvoir ou proche du pouvoir, comme on veut bien l'appeler à chaque fois. Ça fait que lorsque nous nous retrouvons donc avec des opposants, surtout ceux d'après 92, parce qu'après 92, après la première élection présidentielle pluraliste, après les années 60, on a eu des gens qui ont su négocier avec le pouvoir pour s'offrir des places au soleil, si on peut les appeler comme ça. Et ça fait que tout le monde qui est venu après a voulu s'engouffrer dans ce circuit-là. Au cas où je n'ai pas le pouvoir, je vais tout au moins m'offrir quelques privilèges dans ceux qui sont aux affaires. On a vu avec celui qu'on appelle aujourd'hui le bon diable. C'est-à-dire on a eu le bon diable, on a eu le président de l'UNDP qui est venu après le tout premier président qu'on a connu à l'UNDP. On a eu quelques opposants, entre guillemets, je les mets bien entre guillemets, qui se sont offerts comme ça, ce qu'on peut appeler des places au soleil, dans l'appareil dirigeant de l'État. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce qui crée tous les mouvements que nous voyons dans les partis politiques dits de l'opposition aujourd'hui, c'est justement parce que lorsque les gens se déclarent opposants, ils s'attendent à ce que dans cette opposition-là, qu'ils puissent bénéficier de quelque chose. Parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui au Cameroun, le jeu politique, même si on ne veut pas dire officiellement qu'il est bloqué, le jeu politique est entre les mains du parti au pouvoir. Ceux qui viennent, ceux que j'appelle les partis satellites là, arrivent chacun pour se faire sa petite place et se fabriquer une petite retraite au soleil. On a donc des opposants qui ne sont pas là pour s'opposer à l'idéologie fondamentale du parti qui gouverne. On a des opposants qui viennent pour se faire une petite place à côté du parti qui gouverne et comme ça s'offrir sa petite place et d'y contribuer dans un gouvernement pseudo-union nationale. On n'a pas d'union nationale dans notre gouvernement. On a des gens qui arrivent, qui font des propositions au gouvernement et qui leur disent « Nous, on peut aussi vous assurer quelques voix » comme on est dans le partage souvent électoral où on dit « Parce que j'ai fait un score quelque part, je mérite une récompense. » Et dans ces récompenses-là, donc, les partis de l'opposition se sont engouffrés. Regardez ce qu'on peut qualifier d'opposants, même dans le gouvernement aujourd'hui. C'est parce qu'ils se disent porteurs d'un score électoral probant et ils se retrouvent donc là à dire « Nous allons négocier par rapport à nos petites voix que nous avons au moment de l'élection présidentielle, parce que c'est elle qui couvre tout. Nous allons offrir nos voix à celui à qui nous considérons qu'il peut encore conduire les affaires du pays. » Et c'est comme ça qu'il y a tout le petit calcul politique du Cameroun
Au Cameroun, il n'existe pas d'opposition. Il existe des personnes opportunistes qui essayent de profiter un peu de la manne de ceux qui gouvernent pour s'en sortir individuellement. Parce que ce n'est même pas une façon de s'en sortir de manière collective. Ils s'en sortent chacun par son nom. Et ça fait donc que dans les partis, on ne peut pas avoir l'unité. Parce que pour s'en sortir de cette manière-là, il faut être à la tête du parti de l'opposition en question. Et tant qu'on n'est pas à la tête, on crée donc à chaque fois des petites divisions qui font que il faut qu'on se retrouve quelque part. Regardez seulement ce qu'on appelait les grands partis de l'opposition. Regardez combien d'excroissance il y a eu au sein de ces directoires pour que chacun aille maintenant créer son parti politique pour dire que moi aussi je compte. Je peux apporter ma contribution. Pas à ceux qui suivent son idéologie, mais au pouvoir en place qui peut lui trouver une place lui individuellement. D'accord. Patrick, aucun parti pratiquement n'échappe à ces bruits de bottes, à cette mutinerie entre guillemets interne. C'est quoi le problème? Non, le véritable problème est beaucoup plus lié à notre histoire politique en réalité. Est beaucoup plus lié à l'avènement de la démocratie au Cameroun. Nous n'étions pas prêts à accueillir la démocratie quand c'est arrivé. Nous étions habitués avec notre parti unique. Lorsque on va nous imposer le multipartisme, immédiatement, on n'avait pas des opposants qui étaient des opposants idéologiques. Mais maintenant, comme le multipartisme est arrivé, il fallait créer des partis politiques. Maintenant, lorsque on s'est retrouvé avec le parti au pouvoir qui aujourd'hui fait les choux gras de la République, on se retrouve avec le RDPC qui fabrique, c'est-à-dire qui se fabrique en lui-même ses propres opposants. À partir de cet instant, il faut pouvoir prouver ça. J'ai la parole. D'accord. Alors, à partir de cet instant, nous nous retrouvons avec ce qu'on va appeler un parti-État. Parce qu'on se retrouve avec les mêmes cadres du parti qui délivrent les agréments de ces partis dits d'opposition. Dans tous les cas, c'est le ministre de l'administration territoriale. Très bien. Qui le fait. Qui le fait. Si on reste dans le cadre du parti. Il est cadre du parti. Parce que là, il faudrait donc déjà. Mais il n'agit pas en tant que cadre du parti. C'est à ce niveau-là où il y a donc un problème. Parce qu'on n'arrive pas à faire le distinguo entre l'homme d'État, ministre de l'administration territoriale, et cadre du parti au pouvoir. Vous n'arrivez pas? Alors, ces actions montrent d'ailleurs qu'on n'arrive pas à faire ces distinctions. Alors c'est parce que c'est lui qui délivre ces agréments que les partis politiques ne tiennent pas, qu'ils explosent tous les jours. Ça commence à venir, c'est à partir de là. Vous dites que c'est à partir de là. Ces petits partis, c'est aussi manquer de respect à ces leaders des partis qui nous écoutent, qui vont certainement réagir. Je vois notre ami Jojo Niek du PCRN qui est déjà connecté. Allons-y. À cela, quand on revient, je serais d'accord avec un compatriote qui parlait tout à l'heure. Effectivement, de ces envies uniques de la part des leaders, soi-disant de l'opposition, qui veulent effectivement une place au soleil et qui s'en vont de façon individuelle chercher cette place au soleil. À cela également va s'ajouter l'autre problème, c'est celui de la coloration ethnique des multiples partis politiques que nous avons aujourd'hui. On va dire communautaire. Communautaire, si vous voulez. Lorsqu'on prend un parti politique aujourd'hui, vous regardez son leader, il est directement à l'image de sa communauté. Et immédiatement, si vous n'êtes pas de sa communauté, au sein de ce parti, vous n'aurez pas le droit de citer. Allez, que si on prend Cabral Libi, vous voyez la communauté de Cabral Libi. Mais bien sûr, la communauté de Cabral Libi, allez regarder. L'entourage de Cabral Libi, oui, on ne voit pas sûr. bien à quel niveau se trouve le village, ou la communauté. Vous pouvez ne pas vouloir voir, si vous êtes toujours libre de ne pas vouloir voir. Administrative du PCRN, je ne vois pas beaucoup le village. Sauf que c'est dans sa communauté où il a eu le suffrage. C'est dans sa communauté où il a eu le suffrage. Qui fait en sorte qu'il soit à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Quand je le dis, qu'on le veuille ou non. C'est ça la connotation de l'élection locale. Hein. C'est pour ça qu'on appelle cela l'élection. Qu'on le veuille ou non. Présenté à Doumentan. Qu'est-ce qui se passe avec le MRC?
dans ces studios, vous avez reçu Willy Mangue ici, il vous a dit ce qui se passe au MRC, non? Et alors, quand vous regardez tout cela... C'était sa version, en tout cas. Ah, c'était sa version. Nous partons donc de ces multiples versions pour faire comprendre que les bruits de bottes que nous avons au sein de ces partis politiques viennent parfois de ces colorations. Lorsque je parlais tout à l'heure de l'implication de l'administration, nous pouvons toujours revenir. Pour le cas du PSN que vous avez évoqué tout à l'heure, nous avons vu l'implication du MINAT en ce qui concerne la gestion du PSN dans ce pays. Nous avons vu l'implication. Il a l'implication jugée par les deux camps. Le premier qui dit que c'est lui qui a créé le PCRN, l'autre camp qui dit que c'est lui qui met le PCRN. Très bien. L'autre camp même encore, qui a créé la fameuse expression de bicéphalisme à la tête des multiples partis politiques aujourd'hui. Cela est venu toujours de l'administration territoriale, qui estime que certains partis politiques ont plusieurs présidents à la tête. Tout cela concourt effectivement à créer au sein des partis politiques les déchirures dont vous parlez, dont nous parlons aujourd'hui. Donc pour dire tout simplement que il y a déchirure au sein des partis politiques parce que les partis politiques ne sont pas autonomes. Deuxièmement, parce que il y a ancrage systématique de l'administration au sein des partis politiques. C'est-à-dire que les statuts des partis politiques ne valent pas grand-chose lorsque il y a une situation au sein de ces partis politiques, parce que les résolutions qui sont prises ne valent absolument rien devant l'organe chargé de créer, de réguler les partis politiques. D'accord, une grosse responsabilité de la part du régulateur de l'État, qui créerait même en tout cas le RDPC, des petits partis. Il n'y a pas d'autonomie dans ces partis-là. Quelques éléments évoqués par Patrick Assiga, Franck Mémé. Votre regard, c'est quoi? Pourquoi tant de bruit de bottes dans les partis politiques? Alors, Jean-Jacques Zé, vous nous avez invités à nous prononcer sur la vie, en réalité, dans les partis politiques, et surtout à apporter la lumière sur l'ensemble des crises qu'il y a dans les partis politiques. Le juriste que je suis veut d'abord placer le parti politique dans son cadre normatif, qui est la loi de 90/056, portant la création, organisation des partis politiques, et en son article 1er qui dit que le parti politique est une association qui concourt au suffrage. Maintenant, qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, qu'est-ce qui est la cause principale des déchirures, des problèmes, des situations conflictuelles qu'il y a dans les partis politiques? Je crois que plusieurs éléments nous permettent d'arriver à cela. La plupart des leaders des partis politiques au Cameroun oublient que le parti politique est en posture de leadership. Et c'est quoi le leadership? Pour utiliser simplement la définition du docteur Paul Mbouakbor qui m'a formé, c'est la capacité à avoir une vision et à amener d'autres que soi à vous suivre dans cette vision-là. Or, beaucoup de formations politiques naissent de manière ex nihilo, juste parce que on a entendu que quelque part l'État du Cameroun donne des subventions aux partis politiques. Un bonhomme se lève, il prend ses cousins à la maison, on fait un bureau, on crée une assemblée constitutive qui ne tient pas de grand chose, on va vers le gouverneur de la région où on se trouve, on introduit son dossier, on attend 3 mois, qui est le délai légal dans le silence de l'administration, on se considère déjà en activité comme un parti politique, et plus tard, si on a la grâce, on a le récépissé du ministre. Et donc, dans la formation même, dans la création même de ces structures-là, il y a beaucoup de fragilité. Donc la structuration est un problème. Et très souvent, comme il le disait un peu, le voisin, le parti politique repose plus sur un individu que sur des idées, sur une idéologie. À partir de là, lorsque vous, qui êtes même membre dans l'acte de création de cette organisation-là, vous vous levez un matin pour contester une décision, un acte du leader principal, vous êtes un problème. Et ils ont des mots dans ces organisations-là. Si tu veux faire ça, va créer ta part. Et donc, c'est ma chose. C'est ma chose. Sur cette base-là, on oublie les statuts et on oublie que le parti politique a vocation à exercer la démocratie. La démocratie, c'est la liberté de choix, d'opinion, etc., etc. Et la démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est-à-dire que même les décisions dans un parti politique
obéisse à ce que les membres qui sont assis, aux 2 tiers, puissent dire que telle décision est juste, elle nous amène vers la bonne direction. Et le leader central est le Janus, qui fait tout. Il décide quand il faut adhérer, accompagner le RDPC ou le MRC, sans parfois se référer à ses membres, parce que les membres sont juste des strapontins, à la limite des petits tintins, pardonnez-moi l'expression, qui sont là, qui remplissent juste quelques cases qui servent à la formalisation de l'existence du parti politique. Et donc, il n'y a pas une assise, il n'y a pas une raison idéologique valable qui réunit les gens. Il y a donc ces petits intérêts-là qui font que, quand ces petits intérêts tombent ou sont mis en danger, écoutez, il va avoir des scissions. Qui plus est, aujourd'hui, vous avez le clientélisme, c'est clair. Beaucoup de gens, ils vont pour gagner de l'argent. Et donc, si vous vous opposez à gagner de l'argent, alors que moi, je suis entré parce que j'ai lu un peu les statuts, j'ai compris qu'il y a une idéologie. Si je trouve que vous adhérez, par exemple, à supporter le MRC, et que moi, je suis plutôt tendance RDPC, il y a un problème. Il y a un clash qui va naître. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce qui peut nous arranger? Ce sont les statuts qui sont fragiles, cousus pratiquement à la taille du leader principal, et ça crée des problèmes. L'autre chose, c'est vraiment la légèreté. La légèreté, elle est un peu globale. Je vis au cœur de ce genre d'activité. Lorsqu'il y a les élections, comme nous sommes en train de courir vers là bientôt en février, vous avez des bonhommes qui n'ont pas d'existence réelle eux-mêmes, ils savent même pas comment ils peuvent manger tous les jours. Lorsque l'élection s'approche, Franck Mémé, je veux rencontrer le député. Ah, ok, qu'est-ce qu'il y a comme souci? Non, c'est une affaire personnelle. J'ai dit non, je te connais un peu quand même, je t'ai vu, tu as une couleur politique. Explique-moi, je pourrais dire au député pourquoi tu veux le voir. Alors il te dit, bon, il veut nous accompagner pendant la campagne. Tu regardes l'épaisseur, il n'y a pas d'épaisseur. Donc le gars, il vient avec 5-6 personnes qui l'aident à être reçus. S'ils sortent de là et que nous acceptions ce qu'il peut nous accompagner pendant l'élection, dès que vous donnez un pactole pour qu'ils aillent s'organiser, les problèmes commencent à la porte de votre bureau quand les gens sortent. Non, on finit là. Voilà leurs expressions. Dis-nous combien il t'a donné et comment on partage. Voilà. Ils oublient que c'est de l'argent pour travailler. Même la subvention que donne l'État, les gens oublient que c'est les deniers publics. Donc ils s'amusent à dépenser ces sommes-là comme ça. Et très souvent, au bout de l'organisation, il y a donc des clashs qui naissent de ce que un certain nombre de leaders ne sont pas suffisamment redevables. Ils sont faibles dans le compte rendu, même de ce qu'ils font au quotidien pour les militants. Alors, lorsqu'on vous écoute, Franck Mémé, Hubert Volova réagit là-dessus, on a l'impression que les partis politiques sont créés pour exploser, pratiquement. Tu fais bien de le dire, que ce n'est qu'une impression. Parce que déjà, quand vous parlez de partis politiques, je lis votre thème, autopsie des déchirés, vous donnez l'impression que tous les partis politiques du Cameroun se sont déchirés. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui ne sont pas encore déchirés. Du tout. Moi, je suis dans la formation politique. Membre fondateur par ailleurs. Du CAC. Secrétaire national à la communication du CAC. Non. D'accord. Vous avez quand même quitté un parti. Non, j'ai un parcours. C'est pas parce qu'on a quitté un parti n'est pas synonyme de déchirure. Parce que il y a les experts en communication ici. Non, écoutez, je vais avoir précisé que quitter un parti n'est pas synonyme de déchirure. Oui, quitter un parti n'est pas. C'est synonyme de ce qu'au moins on n'est pas d'accord. Oui, c'est synonyme de ce qu'on aspire à autre chose, davantage. Donc je suis membre fondateur. On n'est plus d'accord. Oui, je suis membre fondateur du CAC. Je ne sais pas si vous connaissez le président national du CAC. Non. Voilà. C'est quelqu'un qui est établi. Si on est en Afrique, il a une femme et des enfants, il s'est construit à Yaoundé, il s'est construit au village, il a une entreprise, il vit donc bien en réalité. Monsieur Patrick Serge-Témé, que je salue au passage, mais il n'y a pas ce genre de querelle chez nous. Il vous laisse accompagner une activité du maire RDPC tranquillement. Encore que le championnat. Encore que vous êtes l'un des acteurs. Pendant ce temps, je porte la voix du CAC. Dans le RDPC. Non, c'est vous qui voyez le RDPC. J'ai un attachement réel à mon arrondissement. Et la commune de Lobonnet n'est pas la commune du RDPC. Elle est peut-être dirigée par un militant du RDPC qui par ailleurs est mon frère.
Vraiment, si la politique vient nous diviser, c'est qu'on a plus rien compris. Comprenez un peu. Donc c'est pour ça que je suis pleinement. Et il se voit aussi que j'ai certaines compétences. Voilà. Donc on ne peut pas se départir aussi facilement. Quand je l'ai dit, je voudrais préciser que dans l'analyse très pertinente de l'aîné, M. Mémé, je souhaitais qu'elle soit complète parce que dans son complété. Non, c'est une petite béquille que j'envoie comme ça. Merci. Il a refusé de mettre sur la table la responsabilité de l'administration. Et mon frère Patrice a bien fait de le dire. Prenons le cas du PCRN. Je ne sais pas quelle est la casquette que vous avez donnée à M. Atangandji. Si c'est celle du ministre de l'administration territoriale. Prenons dans le rôle de l'administration. Oui. Pour dire que tout le monde a vu, et la justice a donné raison à Cabral. Dans le cadre de la déchirure, là-bas, ça en était une. Il n'était pas en procès contre Atangandji. Du tout, la posture administrative. Il n'était pas en procès contre Atangandji. Je ne l'ai pas dit dans mon propos. Contre Kona. Oui, pas dans ce que je dis là. J'ai dit qu'Atangandji. Vous voulez lui attribuer justement. Mais je dis que les postures administratives du ministre de l'administration territoriale étaient celles qui encourageaient, motivaient, boostaient la déchirure. Bon Dieu. Tout le monde voyait le fond. Puisque la justice a donné raison à l'un au détriment de l'autre. On voyait aussi le faux lorsqu'on disait que c'est lui qui a voulu donner le parti, qui a appelé Cabral que vient prendre un parti. Non, là encore, c'était de la manipulation. La manipulation de l'administration encore. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que dans le cas du PCN, je ne suis pas militant, mais donc je connais mieux du fait de ma proximité avec certains de ce côté Cabral en passant. Vous avez accompagné la campagne de Cabral. Voilà. Ouais. Il a été établi que ce qui s'est passé à Guidigis, Atangandji n'était pas invité. C'était une action normale de 5 personnes. Encore que la loi n'interdit pas que 5 personnes se réunissent dans le cadre d'une assemblée générale. La loi ne fixe pas le nombre de personnes. C'est pour dire voilà, que ce n'est rien de facteur. Vous pouvez être même 2. La loi n'interdit pas ça. Vous n'avez là pas violé la loi. Là, se sont réunis. Ils ont transmis les documents à l'administration territoriale conformément à la loi. La loi impose au ministre donc de donner un acte légal. C'est ce que le ministre a fait. Donc il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais quelques temps après, on a carrément eu un ministre qui a commencé à utiliser même le langage. J'ai pris le bébé, j'ai donné à la nounou veut maintenant courir avec le bébé pour venir. Tout le monde entendait ça, c'était à la télévision nationale. Et la déchirure, ça m'est invité. J'ai fait l'économie. Ça explique simplement. Une mauvaise explication qui n'a pas passé parce que la justice, dans le cas d'espèce, a fait son travail. Donc, je voulais convoquer là le rôle de l'administration qui n'est pas. Également le rôle du RDPC, il faut le dire clairement. Parce que tout le monde ne le veut pas. Rien contre le ministre. Parce que c'est lui qui nous a d'ailleurs donné notre légalisation. C'était le 5 avril. Il ne vous a pas donné. Enfin, il nous a donné en termes de documents. Mais c'était conformément à la loi. Il fait son travail. Oui. Il nous a donné en termes de documents. Ce qu'il n'en a pas fait pour d'autres. Ça, il faut le préciser. Oui, parce que son rôle, c'est également d'examiner les dossiers. Voilà. Ce que je voudrais leur dire pour sortir, Jean-Jacques, c'est que le RDPC a fait quoi? Le RDPC. Oui, allons-y. Dans les deux casquettes de M. Atangandji, il est difficile de dissocier. Non, il est ministre de l'administration territoriale dans cet exercice-là. Parce que, j'ai dit qu'il est difficile de le dissocier quand les ministres du Cameroun se retrouvent dans les actions politiques, dans les mouvements politiques, dans les meetings politiques. Oui. On les appelle monsieur le ministre. Vous-même, peut-être, vous avez déjà fait ça en tant que bon communicant, si jamais vous êtes retrouvé. C'est pour ça que c'est difficile de départir. Il arrive avec... Elle est dans le meeting, on est dans le meeting. Avec un ministre qui n'est pas dans le meeting, c'est un citoyen lambda. Dès qu'on convoque sa casquette de ministre, vous voyez bien le trafic d'influence et le protocole d'État qui se vide. Avec la théorie, j'ai envie de dire, le matériel d'État. Donc c'est pour ça que je veux préciser que non. Je veux préciser que quand on convoque, il y a bien une ambiguïté entre les deux personnages. Je parle de personnages. Avec le problème serait donc quoi? Donc le rôle du RDPC avec ses militants ministres concourt beaucoup à l'implosion. En faisant quoi exactement? En ce que ils peuvent s'inviter dans la manipulation. Des acteurs qui, et je dis non, aucun problème. Dans le cas de Kona, on a été manipulé. Mais c'est pas le RDPC. Oui, mais on est dans les analyses avec des hypothèses. L'hypothèse n'est pas forcément une affirmation. Oui. Voilà. Après que j'ai fini de le dire. Est-ce que le RDPC a reçu M. Kona? L'autre chose. Oui, M. Atangandji. En tant que ministre ou en tant que membre du... Je voudrais préciser que les deux là sont difficiles à dissocier. Donc du coup, on pourra se servir. L'autre chose que je dans l'objectivité. Oui. L'implosion, dans certains partis là, je parle plus du RDPC,
peut porter sur ce que on est dans une formation politique de gens suffisamment illégaux, qui peuvent être en désaccord avec soit leur leader. Vous comprenez un peu? Dans le cas du MRC, par exemple, quand vous écoutez ce qui se fait là-bas ces jours-ci, vous rendez clairement compte qu'il y a des gens qui sont suffisamment élevés, qui disent que les actions qui sont portées par X et par Y n'aident pas à ce que le parti atteigne ses objectifs. Et donc, on peut avoir donc un certain nombre de clashs, un certain nombre de désaccords, un certain nombre de déconvenus qui pourraient aboutir éventuellement à des déchirures. Mais il faut inscrire ça dans le cadre de l'animation du jeu politique. Ce n'est pas forcément, à mon sens, péjoratif. C'est pour ça que je voudrais répondre à mon voisin, M. Vundi, qui a fait un dessin qui, à ma foi, semblait obscur, que tout ce qu'il a mentionné là fait partie du jeu politique. Comprenez un peu? On peut s'engager pour des intérêts personnels. C'est la politique qui est comme ça. Même ceux qui sont RDPC, la plupart, qui soutiennent ce que nous contestons aujourd'hui, la léthargie que nous contestons aujourd'hui, leurs engagements sont davantage motivés, autant pour moi, par des intérêts, tout simplement. Sinon, personne ne supporterait le fait qu'on ait encore monsieur Biya au pouvoir, qui, en réalité, qu'on ne voit qu'à la télé. On a envie de toucher du doigt. Pas l'intérêt. L'intérêt est un collectif. Mais l'intérêt dans un parti politique devrait davantage être collectif. Non, l'intérêt a deux dimensions. Il y a l'intérêt collectif et il y a l'intérêt individuel. Du parti politique. Je n'ai pas dit que ça prime, je dis qu'il faut le mentionner. Ça devrait primer l'intérêt. Oui, mais le fait que ça prime ne fasse pas l'intérêt individuel. Programmé pour échouer, nos partis politiques, pour imploser. Votre thème est sentencieux. Parce que l'autopsie, c'est un examen que l'on opère sur un cadavre. Pour essayer d'en déterminer les circonstances. De la mort. Là, selon lequel beaucoup de cadavres. Les partis politiques sont déjà des cadavres. Maintenant, cet état cadavéresque se fonde dans un environnement qui est lequel? Une sorte de multipartisme à parti dominant qui lui-même trouve un ancrage dans l'historiogenèse accolé à l'anthropologie de la formation des partis politiques au Cameroun. Les formations politiques au Cameroun naissent des syndicats d'intérêts tribaux. À l'époque, il y avait rassemblement de défense des intérêts de tel, il y avait Foulane Moyong à gauche, il y avait le syndicat de tel à Kribi. Ce qui fait que lorsque nous entrons dans ce que nous qualifions de démocratie, il y a donc ces miasmes ou stigmates qui sont restés. On va donc distinguer deux grands blocs de causes des déchirures au sein des partis politiques. Le premier bloc est structurel. L'aîné Franck Mémé l'a révélé tout à l'heure à partir du cadre normatif. Dans ce problème structurel, il y a le défaut d'esprit républicain. Les partis politiques au Cameroun ont été consacrés par les lois de 90, ont été institués par la loi de 90. Mais les entrepreneurs politiques n'ont pas intégré que le constituant a consacré les partis politiques à partir de 1996, en estimant à l'article 3 de la Constitution que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. En droit, on fait toujours la différence entre une activité ou une fonction instituée, c'est-à-dire au niveau législatif ou infra, et une fonction constituée qui jouit de ce que le professeur Moulé Kombi appelle la sanctification constitutionnelle. C'est pour relever le caractère importantissime des partis politiques. Le défaut d'esprit républicain fait que les entrepreneurs politiques n'ont pas encore intégré la dimension importante républicaine du parti politique. Résultat des courses. Dans un esprit de comptoirisation ou de marchandisation de la politique, on aboutit donc à quoi? L'hyper-présidentialisme au sein des partis politiques, l'institution de l'oligarchie telle que Roberto Michel le concevait avec la fameuse loi des reins et de l'oligarchie, l'instrumentalisation de la fonction tribale et le strapontinisme.
Le sapontinisme ici, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on a des partis politiques qui deviennent des syndicats d'individus poursuivant l'objectif de conquérir des places qu'ils vont se partager entre eux. Dans cette première catégorie, on se rend compte d'une vérité inéluctable. C'est que la question idéologique ne prime pas. Or, au départ, pourquoi on s'engage en politique? On s'engage en politique pour deux alternatives. Soit on veut soutenir l'ordre en place qui convient à nos aspirations, soit on veut faire triompher un ordre différent et là on vient en tant qu'opposant. Au Cameroun, on n'a pas ça. Dans une sorte de dérive multipartiste, les partis politiques sont des comptoirs dont la téléologie est de s'en sortir au sein de l'espace politique. Retenez le cas de ces partis politiques qui sont créés pour accompagner le RDPC. Mais il est beaucoup plus facile d'adhérer directement au RDPC. Donc quelqu'un va créer un parti politique juste parce qu'il veut être allié au RDPC. C'est pourquoi, parce qu'il sent que dans l'architecture ou dans la technostructure du RDPC, il ne peut pas s'émanciper. Il aime M. Paul Biya, il est partisan de l'idéologie du renouveau, mais parce qu'il voit que c'est un groupe d'oligarques qui gère le RDPC, le fameux, le fameux bureau politique dont l'accès est hautement, il y a même envie de dire mystique, mystérieux, c'est un euphémisme ici. Donc, il va aller créer son petit parti pour venir accompagner le R. Et cette hyper-présidentialisation des partis fait que les partis deviennent donc des propriétés des individus. Et c'est tellement facile d'en créer au Cameroun que ça ne sert à rien d'avoir 1000 personnes dans un parti politique. Ça qu'au Gabon, on a en train de durcir les conditions de création des partis. Ça crée le syndrome du Messie qui lui-même a aussi un ancrage anthropologique. Parce que les leaders des partis politiques ne sont pas perçus comme des leaders, selon la définition de Franck Mémé tout à l'heure, mais ils sont perçus comme des chefs traditionnels ou alors des messies. Ou des gourous. Ou des gourous. Quelqu'un va vous créer un parti politique qui n'a pas de président, mais qui a un guide. Il crée un parti politique qui n'a pas de président, il dit qu'il est guide. Le guide est déjà dans la logique claire de gourification. Pourquoi on a besoin d'un guide alors qu'on veut un parti politique démocratique où on doit élire les membres pour l'accès à certaines fonctions, président de section ou délégué, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait donc que on a un système multipartisan dont la greffe n'a pas pris avec notre environnement conjoncturel. Résultat des courses, on a des déchirures. Déchirures pourquoi? Parce que le butin politique, dès qu'il est mal partagé, directement on aboutit à la déchirure. Pourquoi les gens démissionnent des partis politiques? Ils vont vous dire que dans tel parti, c'est le tribalisme qui m'a fait partir. L'autre va vous dire que dans tel parti politique, c'est l'oligarchie qui m'a fait partir. Les théories de l'agisme qui reviennent. On vous dit, vous êtes encore jeune, il faut attendre. Tout à l'heure, il a essayé d'accabler le MINAT sur l'affaire PCRN. Est-ce que c'est le MINAT qui a fait démissionner Yaya Bello? Ce n'est pas le MINAT qui a fait démissionner Yaya Bello du PCRN. Voilà. Et ce n'est pas ce regard qui fait politique tout simplement. Politique tout simplement. Parce qu'on est dans le business politique, on n'est pas dans la logique de défense des intérêts des populations. Lorsque Robert Koné a décidé de claquer la porte, il a clairement dit, lui, que c'est le non-respect d'un deal. On lui a promis une maison, on lui a promis un véhicule et une certaine somme d'argent. Choses qui n'ont pas été versées, d'où son courroux. Vous comprenez donc qu'on est clairement dans une logique clientéliste et même mercantile. On a vu lors de la présidentielle, la fameuse investiture qui était devenue un sésame. On a entendu les montants qui circulaient pour que tel parti puisse investir tel autre. Il faut donc nécessairement repenser notre environnement politique et sortir la politique de ce mercantilisme qui ne permet à aucun parti politique, même le RDPC n'y échappe pas, qui ne permet à aucun parti politique de se battre pour les questions idéales, mais toujours pour des questions
pécuniaire. On va essayer de prendre 5 minutes avec nos téléspectateurs. Ils connaissent bien le code d'accès, ils peuvent appeler. La déchirure au sein de nos partis politiques naît de la guerre des clans, comme celui du Grand Rassemblement, où nous avons différentes tendances réformistes, traditionnalistes, caciques, de l'aile dure, en ce moment où le grand Manitou, hier apte à manier les militants, commence à perdre de cette autorité patriarcale parmi les siens, d'où une mue dans l'alternance à se manifester comme chez eux, comme chez ceux du camp d'en face. Masok Thomas qui envoie ce message pour essayer d'expliquer le comment et le pourquoi on arrive à ces déchirures permanentes au sein des formations politiques. On va ouvrir rapidement la ligne. Hein. On rappelle que nos amis égyptiens sont en train de mener 2-0 parce qu'on est en repérage. On espère qu'ils vont tenir. Voilà. Il faut rappeler le nom de l'adversaire. Contre l'Argentine. Voilà. Et en quelques minutes, on renverse ça. On espère qu'elle va tenir. On espère que la fameuse minute qui a apparemment physiquement essoufflé. D'accord. Messi qui a manqué un penalty, il faut le dire. Dans le match, il y a même un but égyptien qui a été refusé. Et puis dans la foulée, ils ont marqué un autre qui n'a plus été refusé. C'est perdu parce que on va avancer. Dans les matchs coupérés en général, il faut regarder ça dans l'histoire du football. Si vous ratez 3, 4, 5 occasions nettes dans un match coupéré, éliminatoire comme celui-là, en général, vous êtes passé de côté. J'ai vu le Brésil. D'accord. On l'a senti tout de suite. On fera le bilan ici. Masok Thomas, bonsoir. Est-ce que la réalisation peut nous permettre d'avoir un téléspectateur en direct? Allô, bonsoir. Anissa, on n'a pas de retour. Est-ce qu'on peut avoir Masok Thomas qui est déjà connecté? On le prend d'une autre manière. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jean. Oui, on t'écoute. Merci de m'écouter. Je salue ce panel. Merci. La thématique que tu poses cet après-midi en début de soirée m'amène à penser du côté du Sénégal. Ouais. Comme on dit, ne sont pas dans un parti de sang, mais dans des sentiments idéologiques divergents à remettre sur la place le jeu démocratique. Malheureusement, dans mon triangle, plongé dans une monarchie républicaine de la démocrature, où une majorité des opposants, jeunes comme vieux, dans des égos surdimensionnés, au lieu que de penser des batailles idéologiques, manifestent une forme de mendicité nutritionnelle apparue vers la marmite pyromane, tout en oubliant les enjeux pour lesquels ils sont appelés à fusionner pour mieux ébranler le grand rassemblement. Bonsoir. D'accord. Lorsqu'on écoute Masok Thomas, on a l'impression que les partis meurent parce que le ventre parle plus que l'idéologie, Franck. Non, mais c'est clair. Je le disais, c'est-à-dire que les gens ne vont pas dans un parti parce qu'ils ont l'envie d'apporter un changement, comme disait Tim tout à l'heure. Ils y vont parce que chacun veut accrocher un morceau de pain au passage, parce que ça se donne beaucoup dans cet environnement. Et si vous le lui refusez, ça devient un problème. Je vous ai dit que dans la structuration, c'est bon. C'est-à-dire que quand on fait le dossier, il faut un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. Mais combien de présidents de partis n'avons-nous pas dans l'espace communicationnel national où vous avez l'impression qu'il n'y a que le président qui existe dans ce parti? Le président est le communicateur, le président est le SG, le président est le trésorier. Il n'y a que lui qu'on voit depuis 10 ans dans toutes les émissions. Il est le seul. Donc un parti comme ça va marcher. Comment il ne peut pas marcher? Parce qu'il y a des gens certainement à l'intérieur qui sont entrés pour se faire voir aussi, pour voir la lumière. Or, quand vous avez simplement le leader qui profite de tous les espaces, les membres à l'intérieur vont finir par partir. Et puis le peuple, pour lequel vous dites que vous venez servir, lorsque vous ne défendez pas véritablement ses intérêts, il y a une désacralisation de ce mythe que le parti politique est un outil qui peut vous aider à changer d'état. Donc, les membres vont commencer à partir parce qu'ils n'y retrouvent plus l'intérêt. Les questions principales ou les questions objectives ne sont pas abordées. Ce sont les questions subjectives qui sont abordées chaque jour dans les partis politiques. Et donc, on claque facilement à partir. On parlait d'idéologie. On se fait la guerre. On a quand même oui, très rapidement. Je voulais sortir en disant que l'analyse que nous faisons n'échappe pas au parti au pouvoir. Parce qu'il y a des guéguerres là-bas de haut vol. Et ça, parfois, ça tire à l'arme blanche. Donc c'est une situation globale
où il faut véritablement que les partis politiques s'intéressent à l'éducation des masses, comme le faisait le Parti communiste chinois. Tant qu'on n'a pas véritablement éduqué, on ne peut pas avoir des gens qui marchent vers la même direction. D'accord, on se serait attendu que ça n'arrive qu'aux petits partis politiques, mais lorsque vous avez des partis historiques qui sont d'ailleurs devenus des modèles en termes de raillerie, de division et autres. On parlait de l'upécisation lorsque notre parti politique est menacé par ces courants de la division. Ce ne sont pas seulement les partis politiques, encore qu'on parle moins, mais ceux qui sont quand même présentés comme des ténors qui subissent plus ces divisions. Je ne vais pas dire que je suis satisfait parce que je ne suis pas là pour marquer la satisfaction sur un débat. Mais je vais dire qu'après avoir fait le tour de table, Jean-Jacques, tu as dû remarquer que, étant tous Camerounais sur ce plateau, en dehors peut-être de mon voisin de gauche, nous avons tous compris comment le parti politique fonctionne dans notre pays. Il est bien Camerounais, le voisin. Je sais qu'il est Camerounais, je n'ai pas dit qu'il n'était pas Camerounais, mais je dis que nous avons parlé pratiquement du même voix, nous avons dit la même chose, chacun avec ses mots. Et le docteur est venu conclure avec de la science. Donc il faut dire que nous sommes dans un microcosme quand même qui est tout particulier. Et je vais dire que le Cameroun a raté son départ démocratique. Patrice disait tout à l'heure que... On n'était pas préparé. Oui, on n'était pas préparé. Et lorsque des gens ont fait des marches pour dire que non au multipartisme précipité, c'est parce que les gens n'avaient pas compris beaucoup de choses. Or, il y avait des velléités à croire que créer un parti, conquérir le pouvoir tout de suite, là, encore que tout le monde a voulu commencer par étudier. Tout le monde voulait être président de la République. Président de la République maintenant pour faire quoi? Jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes donc là. On est leader de partis politiques au Cameroun parce qu'on va être candidat à l'élection présidentielle et rien d'autre. Rien d'autre. C'est-à-dire il y en a d'autres qui abandonnent carrément les élections locales. L'Assemblée nationale, le Sénat, ça ne les concerne pas. Il faut juste être président de la République. En évoluant de cette façon-là, on ne va pas quelque part. Parce que après, on est tout seul à être candidat. Et on vend sa figure, on vend sa personne. Il y a d'autres qui ne sont même pas connus dans leur propre village, mais qui veulent quand même être président de la République. C'est marrant. Et puis vous voyez, lorsqu'on a 80 candidats à l'élection présidentielle, commencer à avoir, je ne vais pas appeler ça des défections, mais des sortes de ralliements bizarres où quelqu'un se lève un matin et dit « Je retire ma candidature pour soutenir le président en place ». Et tout ça, c'est parce qu'on espère que lorsque le président en place va reprendre son élection normalement, parce qu'en fait, il n'a pas d'adversaire, avant on va lui dire, ils savent où aller. Lorsqu'on va se rappeler là, c'est mémoire pour lui dire, n'oublie pas quand même que dans mon village, c'est là où on parle donc de regroupement communautaire. Parce qu'en fait, celui-là se dit, dans ma région, je vais aller battre campagne pour que le parti du président remporte. Et là, je vais dire que moi aussi, j'ai été candidat à ce qu'il remporte cette élection. Je suis allé au four et au moulin pour l'aider à remporter. Je dis même dans notre gouvernement actuel, nous avons des membres du gouvernement qui ont joué à ce jeu et qui sont membres du gouvernement parce que ils ont brandi cet argument-là pour dire mon président, je vous ai soutenu dans mon village, vous avez gagné parce que c'était moi, parce que là-bas il y a un opposant qui dérange un peu. Donc pensez à moi lorsque vous serez reconduit. Et on est donc dans ce genre de politique marchandise et tout ce qu'on peut. Moi j'ai un directeur de campagne, en pleine campagne, qui est venu me demander de l'acheter. Il était le directeur de campagne d'un candidat à la présidentielle. Parle bien. Que je parle bien, il quitte son candidat, il vient chez nous. Est-ce qu'il ne faut pas un peu quand même être sérieux ou durcir les conditions de création des partis politiques? Il faut changer. Mais oui, c'est là où nous devons aller. Lorsqu'on a étiqueté tout à l'heure l'administration, beaucoup ont pensé certainement que parce qu'on veut à tout prix tirer sur... Non, c'est parce qu'il y a cette largesse-là qu'ils sont en train de mettre en place, permettant... Dans quel pays où on a 80... Ça profite à quelqu'un. C'est là où je vais en venir. Comment on peut laisser 80 partis politiques et dire qu'ils sont... Ces partis sont à la course à la présidence. On est à 400 là, mon cher. Oui, j'ai dit, le retenu, possible 80 à la course à la présidentielle. Ça c'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous connaissez le parti à part? À part de Sélestin Djamel? Très bien. Il nous regarde. Hein. Lorsque ce Chérini se décide de rallier le G, si c'est le G80, si c'est le G20, il était avec un proche collaborateur, très très proche collaborateur, son homme de main de combat de jour ou de nuit. Il n'a pas daigné informer à ces derniers que, Tara, quand tu vois là, il m'avait déjà nous rallier de l'autre côté.
Vous comprenez? Il y a un problème Il définitif. découvre comme ça. Et quand il l'appelle même pour lui dire que... dans le MSC qu'il ne faut pas être candidat aux législatives également. C'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème. Lorsque il est naturellement clair que lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et pour se maintenir au pouvoir. Les deux objectifs premiers. Alors, mais se maintenir au pouvoir, c'est ce que sait déjà faire le RDPC. On ne peut pas le leur en vouloir. Tout à fait. Mais maintenant, conquérir le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut donc pour le faire? C'est là où on se retrouve donc avec ces micro-partis qui se créent un peu de partout, qui n'ont même pas de siège. Ils marchent avec leur parti politique dans le sac. Tout à fait. Et qui doit donc réguler? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Et si l'État ne régule pas et laisse que cette situation continue comme telle, ça veut dire que cela profite forcément. En l'état actuel des choses, les textes sont clairs. C'est très facile de créer un parti politique et 1000 fois plus difficile d'ouvrir une pharmacie. Dans notre pays, est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il faut agir? Le président Paul Biya a vu tout ça venir. Son parcours nous révèle qu'il a fait des études, de hautes études politiques. Lorsqu'il décide de mettre le Cameroun sur le rail du multipartisme, c'est parce qu'il savait qu'on allait aboutir à tout ceci. Tout ceci qui fait l'objet du RDPC. Parce que le RDPC a une très grande avance. Lui, il a hérité du patrimoine de l'UC et de l'UNC. Maintenant, pour que le jeu démocratique soit ouvert, il faut que les autres partis politiques le rattrapent. Mais le gap est abyssal. Ils ne peuvent pas le rattraper. Observez bien que toutes les déchirures au sein des partis politiques profitent toujours au RDPC. Oui. Dès que Mme Soga a démissionné du FSNC, on l'a invité à PSC TV. Et c'est là où elle n'a pas caché son éventuelle acceptation d'adhérer au RDPC. Lorsque le docteur Mbok a démissionné du FSNC, rapidement le RDPC lui a fait la cour. Raison pour laquelle... Il a rejoint. Lui, il ne sait pas. Ni elle ni lui ne sont... Non, la précision est importante. Non, ils n'ont pas... Ça va tuer complètement ta communication. Pas forcément un député comme nous autres. Il est fils du renouveau, mais pas forcément. Je suis pas membre, je suis sympathisant. Ils sont courtisés. Résultat des courses, on sait aujourd'hui que lorsqu'on adhère à un parti d'opposition, on hausse le ton au sein du parti d'opposition pour être remarqué. Une fois qu'on a suffisamment d'aura, une fois qu'on a suffisamment de visibilité, on hausse les enchères parce qu'on sait que le RDPC viendra vous coopter. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'un multipartisme à parti. C'est même pas parti dominant, à parti ultra dominant. Et ça, ce n'est pas un fait de hasard. C'est l'ingénierie politique du président Paul Biya. Et bien voilà, le 400 partis politiques, ça commence à ressembler à un jeu. Un festival. Vraiment, c'est comme un amusement finalement tout cela. Je voudrais préciser que... Alors, c'est à cause de toi que Messi a égalisé. Hein. C'est 2-2. Merci. 79e. À cause de moi. C'est pas possible. Est-ce qu'on va tenir 79e édition du score, 83e minute d'égalisation. Voilà. Ah si. Incroyable. On va pas continuer à parler de Messi qui nous C'est la maladie africaine. On est dans le football. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un a parlé de 80 candidats tout à l'heure. Oui. Il faut préciser que les 80 n'étaient pas tous leaders de partis politiques. Il y avait les candidatures indépendantes. Là-dedans. C'est pas vrai. Voilà, non, moi je parle des partis politiques. Je veux d'abord préciser ça. D'un de deux. En temps normal, il devait avoir plus de candidats. Pourquoi en temps normal? Parce que il y a plus de 350 partis politiques. Et beaucoup de blagueurs quand même. Non, moi je parle pas, je ne sais pas quel instrument avec lequel vous mesurez la blague. Je me m'appuie sur... Il y a un blague. Je ne sais pas quel est moi j'aime nous sommes en République. Moi je suis d'accord. Nous sommes en République. Quand quelqu'un a créé son parti politique et qu'il a reçu le récépissé avec un numéro de légalisation, il doit pouvoir être candidat. Quelqu'un vous appelle, vraiment je suis en train de créer le parti politique. Est-ce que tu peux accepter que... C'est un autre débat, là on ne parle pas. C'est que je veux en dire. Objectivement, c'est pas qu'on donne l'impression que c'était trop. J'ai envie de dire que si toutes les conditions étaient même allégées,
on devait avoir 350 candidats. Puisqu'il y a 350 partis politiques et que la Constitution, monsieur Sombala l'a rappelé, dit que un parti politique doit concourir à l'élection. C'est sa première mission. Donc, venir dire qu'il y a eu 80 candidats ici et le faire comme si c'était un scandale, je ne trouve pas que c'est sérieux. Il y avait eu les candidatures au rabais au vu du nombre de partis politiques qu'il y a dans notre parti politique. C'est un raisonnement scientifique. Voilà. Plus il y a de partis politiques, plus il y a des candidats. C'est la Constitution qui dit ça. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Alors, ça veut dire que les partis qui peuvent ça peut répondre à monsieur Woudi. Téléphonique. Pour dire qu'en réalité, quand il dit que... ne peut pas faire un meeting. Le leader ne peut pas ramener. Moi, je continue. Ça peut répondre à mon voisin de droite. Vous êtes des partis. Vous parlez l'opposé de son association de parler. Si tu étais, tu verrais. Voilà, pour dire qu'en réalité, tous les leaders des partis politiques n'aspirent pas à être président de la République au vu des statistiques. À gouverner. Il qu'au vu des statistiques. Vous avez à peine 70 qui ont été candidats. D'autres ont retiré leur candidature. D'autres se sont ralliés. Si on enlève 90, c'est quoi ça? C'est 350, il reste combien? Il reste pratiquement 250. Si on reste sur les chiffres, on ça veut dire que tous n'aspirent pas à être candidats. C'est la précision que moi je voulais faire à ce niveau. Pour le reste. Il n'aspire même finalement à rien. Non, il n'aspire pas toujours. Les élections locales, on ne même pas. Il faut être praticien du jeu politique au Cameroun pour comprendre quelles sont les réalités, les enjeux. On va sortir de l'émission, on va essayer de prendre une minute chacun maintenant. Franck Mémé, oui. Il y a des élections locales qui arrivent. Tout ce qu'on entend des partis politiques, c'est que ça ne va pas. Le MRC, il y a même déjà les procédures judiciaires qui sont ouvertes. Le PCRN, il y a encore beaucoup de secousses, ce côté-là, et ainsi de suite. On est en train d'aller vers des élections locales sans avoir des partis visiblement prêts. Oui, les partis ne sont pas visiblement prêts parce que la préoccupation première, ce n'est pas le bien-être des Camerounais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faudrait quand même qu'au niveau de l'administration, qui a une part de responsabilité dans ce désagrégement des partis, il faut que la loi soit plus dure. Regardez par exemple au niveau de l'ECAM dans les conditions de réception des dossiers de candidature. Il y a beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Vous avez quelqu'un qui a 21 ans, qui ne sait pas candidater, il prend son dossier, il va, on reçoit quand même. Il faudrait qu'à l'entrée, on lui dise, monsieur, on ne peut même pas recevoir, mais on reçoit pour analyser plus tard et envoyer jusqu'au Conseil constitutionnel quelqu'un qui a 21 ans, alors qu'il n'a pas l'âge pour candidater. Donc, il y a ce genre de choses qu'il faut élaguer. L'autre chose qu'il faut facilement arranger, c'est cette impossibilité d'appliquer les décisions de justice lorsqu'elles sont rendues dans des affaires des partis politiques. Voilà. Le cas de l'UPC. Oui. C'est un problème. Pour monsieur Tartampion et Jean-Pierre, chacun secrétaire général le matin, l'autre à midi, parce qu'il ne va pas étudier. Non, il faut arrêter ce genre de choses. Parce que au niveau d'un parti comme l'UPC, l'UPC est un patrimoine. Moi, j'ai du mal à voir l'UPC être autant saucissonné. Même l'État devrait s'arranger à ce que l'UPC fasse. D'accord, une minute, c'est bon. Timothée Somba, cette question de sortie, est-ce qu'on est en train d'aller vers une élection avec des partis politiques qui ont plus de problèmes à l'intérieur que d'aller vers les électeurs? Malheureusement, c'est ce vers quoi nous nous acheminons. Parce que tout ce que nous avons déjà dit est éloquent de l'issue. Et ça fait partie des éléments qui vont permettre au RDPC de rafler encore la mise. Parce que lui, il a la capacité, étant un parti de gouvernement, non pas un parti, je ne souscris pas à la thèse de parti État, un parti de gouvernement. Lui, il a les outils pour créer la conciliation ou le compromis en interne face aux velléités de contestation. Le problème des partis d'opposition, c'est que, comme disait Max Weber, ils ne s'unissent jamais pour les programmes, mais ils se divisent pour les places et le butin. Ils n'ont donc pas les moyens d'opérer des compromis pour endiguer les contestations. La base communautaire, est-ce qu'elle peut construire des partis solides ou c'est justement ça le danger? Je ne sais pas si tu as lu dans mes pensées, Jean-Jacques, mais je voulais justement aborder dans ce sens pour dire que je n'ai rien contre le communautarisme. Je rêve même d'avoir des communautés, c'est-à-dire les hommes politiques au Cameroun devraient comprendre que les collectivités territoriales décentralisées sont une aubaine politique. C'est-à-dire on n'a pas besoin de conquérir le pouvoir au niveau national. On se concentre dans sa petite commune, on la conquiert
et on en fait un exemple qui va faire qu'à partir de là, l'exemple que vous allez donner, c'est l'appel national qui va vous retrouver où vous êtes pour vous dire que si vous faites cet exemple ici, vous pouvez le faire à l'échelle nationale. Et je rêve donc de voir ce parti politique-là qui s'acquiert les collectivités territoriales décentralisées avant de conquérir toute la nation camerounaise. Parce que c'est toi qui as abordé la question communautaire et même ethnique. Est-ce que c'est un danger pour la vie des partis politiques? Non, cela ne saurait être un danger. Toutefois, il faudrait qu'on comprenne que lorsqu'on a une figure communautaire qui est utilisé comme étant un élément de campagne. Parce que là, je prenais seulement le cliché des élections présidentielles. Ça pose problème. Mais non, s'il faille rentrer dans le cadre des élections locales, à ce moment-là, la figure communautaire doit bel et bien primer. Mais malheureusement, on a un souci. On ne se retrouve plus si il faut étiqueter cette figure communautaire au sein... Les mains sur la tête de Jean-Jacques. Au sein... Le troisième but. Troisième but argentin. Allez, on a fait l'émission. Incroyable. Je vais terminer en disant que l'administration territoriale en charge de réguler les problèmes des partis politiques doit jouer franc jeu. Doit jouer franc jeu pour essayer de ne pas donner l'impression. Le RDPC aujourd'hui n'a plus besoin de secours, n'a plus besoin de mains séculières pour pouvoir gagner des élections. Qu'on permette et qu'on facilite les gestions au sein des partis politiques, qu'on dise le droit en ce qui concerne par exemple l'UPC et qu'on quitte le droit a été dit. Qu'on les applique. L'UPC nous présente au moins 4 secrétaires généraux. D'ailleurs, demain, on recevra Balegen Kot, qui est l'un de ces SG de l'Union des populations du Cameroun. Et tout ça, quand ils viennent ici, il faut appeler monsieur le secrétaire général. Sinon, vous collez un procès. On se retrouve demain. Merci d'avoir regardé.